Oublie les règles du jeu classique. Ici, on écrit l'histoire autrement. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'écouter celles et ceux qui l'ont fait avant toi. Je suis Marine Adato et tu écoutes La Légende personnelle, le podcast qui t'aide à comprendre une chose essentielle. Dans ce monde hyper connecté, ton plus grand pouvoir, c'est ton identité. Aujourd'hui, j'accueille un invité qui incarne à merveille l'essence même du personal branding et de la réussite entrepreneuriale. Je vais commencer par 2 phrases que j'ai extraites de sa chaîne YouTube, des mots qui résonnent fort avec ce podcast. J'ai tout traduit, évidemment, pour vous épargner mon French accent. Premièrement, ton réseau est ta richesse. C'est une phrase qui souligne une question cruciale, comment développer efficacement son réseau. Beaucoup s'y essaient, mais rares sont ceux qui comprennent vraiment par où commencer et encore moins réussissent à construire un réseau solide et durable. Deuxièmement, si tu sais comment créer de la confiance, alors tu pourras demander des choses aux autres. Mon invité d'aujourd'hui n'est pas seulement un théoricien de ces principes, mais un véritable praticien, avec un business qui est passé d'un MRR de 0 à 20 millions d'euros en seulement 5 ans. Le tout en full bootstrap, il a prouvé que ces principes ne sont pas de simples mots, mais des leviers puissants de succès. Ses réseaux sociaux connaissent une hypercroissance, il anime une newsletter, un podcast, une chaîne YouTube. Il partage des conseils pour réussir un business SaaS, le tout en remettant en question son parcours et en faisant preuve d'hyper-transparence. Alors, peut-on dire qu'il est l'incarnation d'un personal branding fort ? La réponse semble évidente. Je vous propose de découvrir son parcours, ses stratégies et ses secrets. Mais pour commencer, j'ai une question. Qui es-tu, Guillaume Moubèche ? Merci pour l'intro, c'est très cool. Du coup, je m'appelle Guillaume Moubèche, j'ai 32 ans. Je suis entrepreneur. J'ai monté l'Empire il y a un peu plus de 5 ans, ça va bientôt faire 6 ans, qui est une société qui développe des logiciels pour aider les entreprises à se développer. On est présent dans plus de 100 pays. On a des dizaines de milliers de clients qui sont des entreprises. En général, ça va des startups jusqu'aux grosses PME. Et moi, mon objectif personnel, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à se lancer, à avoir le courage de faire des choses que la plupart des gens pensent impossibles et de leur donner toutes les clés pour y arriver. Et alors pour ça, tu utilises notamment les réseaux sociaux ? Ouais. Et alors, quels sont tes réseaux sociaux de prédilection ? Alors à la base, moi j'ai commencé sur LinkedIn. Donc LinkedIn, c'était vraiment le réseau social que j'aimais bien parce que comme nous, on s'adresse énormément à des entreprises, pour moi, ça me paraissait assez logique de commencer sur LinkedIn. Et petit à petit, j'ai rajouté des réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est Instagram qui a, je pense, le plus d'abonnés. Mais petit à petit, les réseaux se rattrapent les uns après les autres. C'est vrai que c'est exponentiel, là, Instagram. J'ai regardé la semaine dernière, c'était 200. J'ai regardé hier, c'était 206. En fait, ça ne s'arrête pas. Ouais, on pourra parler du coup d'un format qui marche plutôt pas mal. Ok, on va en parler. Et alors, pourquoi ces réseaux sociaux ? Enfin, pourquoi les réseaux sociaux en général ? Pourquoi tu as décidé d'aller là-dessus ? C'est une bonne question. Alors, en fait, moi, j'aime bien raconter l'histoire de Marco Polo, qui est, du coup, la plupart des gens pensent que c'est la personne qui a découvert la route de la soie. Alors qu'en fait, Marco Polo, c'était juste un marchand vénitien. Et avant lui, tu avais peut-être des milliers d'autres marchands vénitiens qui étaient passés par exactement la même route, qui avaient sûrement eu beaucoup plus d'aventures folles, puisque eux-mêmes avaient découvert cette route et donc avaient découvert de nouvelles cultures. Mais lui, par contre, en gros, c'était le premier à documenter. Et du fait que ça soit lui qui ait documenté en premier son aventure, aujourd'hui, on en parle encore, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit que j'avais envie de faire la même chose, documenter tout mon parcours dès le début, parce que, en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, au tout début, quand j'ai commencé à entreprendre, je suis tombé sur un article d'un mec qui s'appelait Maxime Berthelot, et il montrait son process de 0 à 10 clients. Et il expliquait vraiment tout ce qu'il avait fait, tu vois, toutes les étapes. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je trouve ça génial. Je le connaissais pas, ce mec, mais juste de lire son article, il écrivait exactement comme il parle. Et je me suis dit, en fait, il y a une connexion émotionnelle qui s'est créée. Ce gars-là, je commence à lui faire confiance et je vais appliquer ses conseils pour faire la même chose. Et en fait, je me suis dit, quand on a commencé à avoir un petit peu de traction avec Lemlist et qu'on a commencé à avoir des clients, en fait, pour moi, c'est super important de partager à d'autres personnes. Et donc, j'ai commencé à documenter. Et à ce moment-là, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que plus tu documentes, plus tu cristallises ta connaissance
et plus tu apprends et plus tu as des idées en fait pour la suite. Et donc à la base, je documentais, je me disais que ça pouvait potentiellement apporter des clients, etc. Mais en fait, au final, genre aujourd'hui, la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que moi, ça m'aide vachement dans mon business, puisque ça cristallise en fait tout ce que j'ai appris au cours des dernières années. Ça me permet de regarder toutes les erreurs que j'ai faites et d'apprendre de mes erreurs pour ne pas les refaire par la suite, d'éviter potentiellement à d'autres gens de ne pas faire ces erreurs. Et ça ouvre aussi énormément de portes, parce que plus ton audience est grosse, plus tu vas voir, en fait, moi, j'appelle ça un peu un escalier, tu vois. C'est typiquement, quand tu n'as pas d'audience et personne ne te connaît, bah, c'est très dur d'aller interviewer, par exemple, Emmanuel Macron, tu vois. Mais par contre, au début, tu peux prendre quelqu'un qui est juste une étape après toi, tu l'interviews, et une fois que tu as interviewé cette personne, tu peux essayer d'aller trouver la personne qui est une étape après cette personne, et ainsi de suite. Et ça fait un peu comme un escalier, et petit à petit, c'est comme ça que tu grossis ton audience. Tu as fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, je Ouais. l'ai regardée, elle est hyper bien. Et donc, ce fameux Maxime Berthelot, il était sur tous les réseaux sociaux. Enfin, tu Ouais, non, en fait, lui moi, comme ça. je l'ai trouvé en fait sur. Il était sur Medium à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et donc moi, c'est les premiers articles que j'écrivais, je les écrivais sur Medium. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, c'est cool Medium, tu vois, mais en fait, tu as d'autres réseaux sociaux. Et donc, j'ai commencé à le faire sur LinkedIn, tu vois. Et en France, je pense que j'étais un des premiers entrepreneurs à publier sur LinkedIn. Donc, au début, tu vois, moi, mon audience, elle a grossi ultra rapidement, quoi. On va reparler de LinkedIn tout à l'heure parce que tu as des histoires de dingue. Il y a une histoire d'amour et de haine. J'adore cette histoire. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que la création de ta communauté a été un point de départ ou une finalité pour ton business ? Ouais, c'est une bonne question. En fait, je pense que je pense que ça s'est fait en parallèle, tu vois. Et la communauté, tu vois, on a plusieurs niveaux de communauté. Donc, tu as une communauté qui est personnelle, donc des gens qui me suivent. Et après, tu as une communauté de personnes qui utilisent nos produits, tu vois. Et les deux sont un petit peu liés. En fait, je vois ça un petit peu comme un entonnoir où moi, tu vois, je vais attirer des gens qui sont pas forcément entrepreneurs, mais qui peuvent parfois se poser des questions sur l'entrepreneuriat ou sur comment est-ce qu'on développe, tu vois, et on fait grossir une boîte. Et petit à petit, ces gens-là, après, quand ils utilisent un petit peu nos produits, ils peuvent rentrer dans des communautés un peu plus fermées avec d'autres personnes. Et là, dans ce cas, je suis moins impliqué, tu vois. Donc, il y a plusieurs niveaux, je dirais, de communauté dans le business. Oui, parce qu'il y a une communauté aussi, l'Emlist. Ouais. Okay. Exactement, ouais, c'est ça. Ok. Quand on observe tes contenus, donc j'ai passé du temps dessus. Désolé. Écoute, c'était pas désagréable. Donc Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, X. Ouais, X. TikTok, bien sûr. En fait, on voit qu'il y a une évolution dans ta ligne éditoriale. Alors, ça résonne aussi avec ce que tu as dit précédemment, où tu disais qu'au début, tu donnais et qu'aujourd'hui, ça te permet aussi, toi, de te rendre compte et de te poser finalement, pour te poser les bonnes questions. Il y a toujours eu une ligne directrice qui est l'entrepreneuriat. Mais je vois, moi, une évolution. Des contenus inspirationnels, des contenus beaucoup plus actionnables. En ce moment, on est pas mal dans l'actionnable, d'ailleurs, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux nous raconter l'évolution ? Pourquoi tu as démarré sur la partie, d'ailleurs, pas inspirationnelle, puisque tu as dit qu'au début, tu étais plutôt sur de la documentation. Donc, comment tu es passé de la documentation inspirationnelle au super actionnable, au même j'ai vu une vidéo où tu parlais des AirPods et comment est-ce que des AirPods peuvent permettre de vendre encore plus d'autres choses derrière. Raconte-nous comment tu as fait ça et aussi quels sont les learnings de chaque période et comment est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer peut utiliser aussi ces différentes phases. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, on va reprendre toute la genèse de ma création de contenu. Au tout départ, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut que je maximise mon temps par rapport au nombre de clients que je peux avoir. Donc, on a lancé, tu vois, quand on a lancé l'Emlist en 2018, j'avais juste investi 1 000 € dans la boîte. Donc, en fait, je n'avais pas d'argent et il fallait que je réussisse à utiliser notre produit pour trouver des clients. Donc, pour moi, en fait, quand je créais du contenu, il fallait que ce contenu soit le plus actionnable possible pour nos clients. Donc, au tout départ, en fait, moi, je faisais du contenu qui était vraiment très pratique, pratico-pratique, et c'était, en fait, je créais le contenu que j'aurais aimé avoir quand je débutais la prospection. Parce que la prospection commerciale, c'est compliqué, parce que ça prend du temps, parce que la plupart des gens qui écrivent des articles, c'est des gens, en fait, qui sont payés pour écrire des articles, mais en général, c'est pas des experts dans un domaine, tu vois. Parce que les experts, ils font, et les gens qui écrivent, tu vois, c'est un peu le journaliste, il va reporter quelque chose, tu vois, mais ça sera pas forcément l'expert.
Et donc, moi, je me suis dit, comme j'avais une agence de prospection, c'était un domaine que je connaissais et que je maîtrisais, je me suis dit que j'allais commencer à partager vraiment tous mes templates de prospection, les campagnes. Et donc, je documentais, mais c'était très actionnable. Et ça, en fait, mon objectif, c'était vraiment de créer une marque forte autour de la prospection commerciale, puisque c'était lié directement avec l'Emlist. Donc, en gros, si tu veux, pour les 18 à 24 premiers mois, je parlais uniquement de vente, de prospection commerciale, et c'était ça ma ligne édito, parce que ça permettait de générer beaucoup de trafic sur le site, ça générait des clients payants, et encore mieux, ça me permettait aussi de me développer aux États-Unis alors qu'on était basé en France. Puisque grâce à mon contenu, plus mon audience grossissait et plus j'avais accès à des leaders d'opinion aux États-Unis que je pouvais interviewer, avec qui je pouvais faire des lives, etc. Et plus j'étais présent avec ces personnes, plus la marque grossissait et plus on avait de l'influence, tu vois, de façon globale. Et en fait, petit à petit, du coup, je suis passé de quelqu'un qui fait beaucoup de prospection dans mon quotidien à CEO d'une boîte, tu vois, parce que même si quand tu lances ta boîte, officiellement, tu es CEO, enfin président, quoi, dans les faits, tu fais tout, tu vois. Si tu dois faire le ménage, tu fais le ménage, quoi, tu vois. Et en fait, nous, je pense que, enfin, moi, j'ai monté la boîte globalement seul jusqu'à 1 million de revenus récurrents annuels. Et après ça, j'ai commencé à recruter, à avoir une équipe. Donc, en fait, mon rôle a changé. Et vu que mon rôle a changé et que mon rôle maintenant, c'était plus d'être, tu vois, avec les équipes, d'avoir une vision un peu plus large du business et que j'avais passé 2 ans à faire de la prospection, à faire du marketing, à faire du customer support, à faire du recrutement, etc. Là, je me suis dit, pour être encore meilleur dans mon rôle de CEO, je vais déjà documenter tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais aussi, en documentant, ça me donne des idées de choses que j'ai envie de faire parce que quand je documente, évidemment, tu vois, je parle de mes expériences personnelles, mais j'essaye toujours d'aller me documenter sur ce que d'autres ont fait. Parce qu'en gros, à partir du moment, tu vois, c'est... Par exemple, tu peux parler de Paris. Genre, c'est une ville que tu connais, tu vois, tu vas pouvoir dire des choses sur les quartiers, rive gauche, rive droite, etc. Et comme ça, tu pourrais en parler. Par contre, si je te dis, demain, tu dois me faire une présentation sur Paris, je suis sûr que ça ne sera pas la même chose que ce que tu me dirais aujourd'hui sans préparation. Et en fait, pour moi, la création de contenu, c'est exactement ça. C'est que ça te pousse à aller chercher des choses qui sont encore plus intéressantes, encore meilleures. Et donc, par conséquent, si tu es toujours dans un mix de création de contenu et d'exécution donc dans ton business, en fait, ça te pousse toujours à te développer, ça te pousse toujours à apprendre. Et donc, moi, en gros, c'est à partir de ce moment-là, donc je dirais 2 ans après avoir créé l'Emlist, que j'ai commencé un petit peu à créer du contenu beaucoup plus entrepreneurial parce que du coup, j'avais une boîte qui fonctionnait. Donc, je me sentais être dans une position qui était légitime pour parler de faire grossir une boîte parce que, en fait, tu as peu de gens qui arrivent à faire une boîte qui fait plus d'1 million de chiffre d'affaires, encore peu de gens qui arrivent à en faire une boîte qui fait plus de 10 millions de chiffre d'affaires, plus de 20 millions, etc. Donc, en fait, plus la boîte grossit, plus moi, je suis dans une position où je me sens légitime, tu vois. Après, pareil, on a revendu une boîte qu'on avait montée en parallèle. Enfin, tu vois, donc il y a eu plein de choses dans l'histoire qui nous ont permis, tu vois, ou en tout cas qui m'ont permis de changer un peu ma ligne édito. Ok. Donc, finalement, tu l'as pas fait tout de suite, la création de contenu. D'abord, tu as fait ton 1 million de chiffre d'affaires. Ouais. Et à ce moment-là, tu t'es dit, je peux faire différemment. En gros, si tu veux, pour arriver au million, c'était un mix de je fais des campagnes de prospection et je crée du contenu sur de la prospection. Donc, en fait, tout ce que je faisais qui fonctionnait, j'en parlais sur les réseaux sociaux. Et je redonnais en fait exactement les différentes étapes que j'avais fait ou que j'avais mis en place pour que les gens aient les mêmes résultats que moi. Et en fait, quand tu as des gens qui suivent tes conseils et qui ont des bons résultats, en fait, ils te font confiance, tu vois. Ouais. En fait, moi, j'ai créé un framework, tu vois, qui s'appelle le triangle de la confiance. Et le triangle de la confiance, en fait, il est basé pour moi, de mon analyse, tu vois, c'est basé sur 3 aspects. La première partie, c'est la connexion ou relation émotionnelle que tu crées avec la personne. Donc là, tu vois, on est en train d'avoir un podcast. Les gens nous écoutent, ils ont l'impression d'être dans la pièce. Potentiellement, ils se disent « Ok, Marine et Guillaume, ils sont sympas, je les aime bien. » Ou potentiellement, ils se disent « C'est des gros connards, j'ai pas envie d'écouter, tu vois. » On n'espère pas. On n'espère pas. Mettez un like et abonnez-vous au podcast au passage. S'il vous plaît. Et après, tu as les 2 autres parties du triangle. Un, c'est la crédibilité. Donc la crédibilité, pour moi, ça peut se développer de plusieurs façons. Soit parce que, typiquement, tu me vois dans la rue avec Barack Obama, tu te dis « Ok, il a l'air d'être important, il est crédible. » Donc les personnes que tu fréquentes, ça peut aider sur ta crédibilité. Ce que tu as réussi à accomplir, j'ai lancé un business, j'ai fait X, j'ai travaillé là, j'ai fait telle école, etc. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la reliability. Donc là, c'est
est-ce que quand tu fais une promesse, tu arrives à délivrer sur ta promesse? Donc, si je te dis, Marine, demain, si tu suis mes conseils, tu vas avoir tel résultat, et que tu le fais, bah, est-ce que tu arrives vraiment à avoir ces résultats? Parce que tu vois, des vendeurs de sable ou des vendeurs de rêves, il y en a plein. Et en fait, est-ce qu'ils délivrent vraiment derrière? Et donc, moi, tu vois, genre, mon contenu, il a toujours été axé, en fait, sur ces 3 aspects-là pour créer un maximum de confiance. Parce que pour moi, en fait, les gens adorent complexifier, tu vois, le business. Mais au final, tout repose sur la confiance. Si demain, tu vois, je te dis, Marine, si tu me donnes 10 euros maintenant, dans une semaine, je te rapporte 100 euros, bah, en fait, tu te dis, oui, techniquement, je lui fais confiance, c'est un entrepreneur, ou X, Y, Z, tu vois. Par contre, si c'est un inconnu dans la rue qui te dit exactement la même chose, tu vas te dire, un peu chelou, je vais pas lui donner mon argent, tu vois. Et en fait, le business, pour moi, c'est exactement la même chose. Surtout quand tu travailles en B2B, donc quand tu vends à d'autres entreprises. Parce que les gens, globalement, ce qu'ils veulent, c'est j'investis de l'argent, et quand j'investis cet argent, toi, tu dois soit me faire gagner du temps, soit me faire gagner plus d'argent. Et donc, tout est basé sur la confiance. Hyper intéressant. En fait, c'est très basique. C'est très basique, quoi. Moi, j'aime bien simplifier, on en n'y pense fait, pas. les choses. Du coup, si on parlait de méthode de création de contenu, comment tu crées? À quelle fréquence tu crées? Est-ce que tu as des frameworks Ouais. à partager? Alors, il y a plusieurs trucs. C'est que moi, j'avoue que je suis un peu... Bon, déjà, je suis Gémeaux, pour ceux qui aiment l'astrologie. Donc, je suis un peu bipolaire, tu vois. Donc, il y a des fois, genre, j'aime bien faire des trucs. Tu sais, tu parlais de mon contenu qui a évolué. Tu me disais, tu parles de l'actionnable jusqu'à l'ultra inspirationnel. Et en fait, moi, j'avoue que les contenus ultra inspirationnels, genre, j'adore ça. Ça me motive et tout de ouf. Donc, des fois, j'ai envie d'en faire. Et il y a des fois où ça me saoule les contenus inspirationnels et je veux du concret. Et donc, c'est pour ça que tu vois que je switch toujours entre inspirationnel et aussi, tu vois, vraiment actionnable. Parce qu'en fait, pour moi, je pense que c'est vraiment les 2 clés dont tu as besoin pour réussir en entrepreneuriat. Un, il faut de l'inspirationnel parce qu'il y a des moments qui sont tellement durs et tu as besoin, tu vois, d'avoir une petite étincelle ou la flamme, tu vois, pour te dire, allez, on y va quand même. Et 2, il te faut quelque chose d'actionnable parce qu'en fait, c'est l'exécution qui fait le succès d'un business. Et pour le process de création, bah, je pense que pour bien créer, il faut consommer à fond du contenu. Donc moi, je consomme beaucoup, beaucoup de contenu. En vrai, il y a un truc que j'aime bien, un exemple que j'aime bien. Euh, Tu vois, Graham Bell, je crois qu'il s'appelle, le gars qui a inventé le téléphone. Ouais. D'ailleurs, c'est une histoire assez folle que j'ai découvert récemment. En fait, il a déposé le brevet pour la communication. C'est pas, ça s'appellera le téléphone plus tard, mais en gros, son brevet, c'est comment est-ce qu'on transmet genre une onde par un signal électrique, tu vois. Donc, la voix, c'est une onde, et par l'électricité, c'est comme ça que le téléphone fonctionne, tu vois. Et en fait, au même moment, mais genre à des milliers de kilomètres, il y a une femme qui a déposé exactement le même brevet. Et j'ai oublié son nom, c'est Ella quelque chose. Ah oui, j'ai entendu parler de cette Et en histoire. fait, ce qui est ouf, tu vois, et pour moi, en gros, ça montre bien que les idées, elles appartiennent pas à des êtres humains, mais elles appartiennent à des époques. Et en fait, je pense que la plupart des gens, tu vois, se disent que les créateurs de contenu sont des gens qui sont archi brillants et qui ont toujours des idées exceptionnelles, etc. Mais en fait, tu peux prendre tous les créateurs de contenu et je peux te retrouver leurs inspirations, tu vois. Et en fait, pour moi, la création, ça vient de ça, tu vois. La roue, ça n'a pas été inventé, tu vois. Enfin, personne n'a vraiment inventé la roue. La roue, c'est qu'une évolution de plusieurs choses que des gens ont inventées. Et c'est pas un gars, un matin, il s'est dit, les gars, on va faire une roue, on va mettre une planche dessus, ça va faire une brouette. Et après, un autre gars, tu vois, enfin, c'est pareil, tu vois, où d'abord, il y avait la brouette. Après, le gars, il s'est dit, attends, mais une brouette, là, on met de la terre, bah, je peux mettre des gens dedans, tu vois. Et quand je mets des gens dedans, bah, c'est une calèche. Ah ouais, mais il faut des chevaux. Ah bah attends, on va mettre des chevaux, tu vois. Et ainsi de suite. Et en fait, pour moi, c'est un petit peu ça. Il faut que tu arrives à avoir en fait un environnement qui soit créatif. Et pour avoir un environnement créatif, il faut que tu te fasses de la curation de contenu. Donc en général, ce que je conseille aux gens, tu vois, c'est de se dire quel type de contenu j'ai envie de faire. Donc la première question, c'est pourquoi est-ce que tu crées du contenu? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est pour créer une audience? Si tu veux créer une audience, c'est pourquoi? Est-ce que tu veux la monétiser? Est-ce que c'est pour ton business? Est-ce que c'est pour ouvrir des portes? Enfin, quel est l'objectif ultime, tu vois? Faire du revenu? Enfin, tout ça, c'est quand même très important, l'objectif. Et ensuite, une fois que tu sais ça, il faut que tu définisses un peu tes piliers, tu vois, de contenu. Donc moi, mes piliers, globalement, je pense que le mieux, c'est d'avoir des piliers qui t'intéressent. Donc moi, c'est business, parce que j'adore le business. Ensuite, ça va être inspirationnel, parce que tout ce qui est mindset, etc., c'est des sujets qui me passionnent aussi, tu vois. Et après, il y a sûrement une petite partie sport, tu vois, que donc je parle un petit peu, donc qui peut être lié parfois au mindset et à l'inspirationnel, tu vois. Et en gros, ça, c'est mes 3 piliers. Et à partir de ces piliers,
je vais regarder des gens qui m'inspirent dans chacun des piliers. Et à partir de ça, tu vois, il y a des fois, je vais lire du contenu. Et quand je vais lire du contenu, je vais me dire, ça, tu vois, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et donc, ça va me donner une idée pour faire un post. Et mon post, ça sera l'opposé de ce que quelqu'un a écrit. Ou parfois, je me dis, ça, je suis vachement d'accord avec, mais je trouve que c'est un peu trop compliqué ou je le dirais pas comme ça, tu vois. Et donc là, je vais me dire, en fait, je vais le reformuler et je vais l'écrire à ma manière. Et moi, ça me permet, tu vois, pareil, de cristalliser ma connaissance, cristalliser quelque chose. Et pour d'autres personnes, en fait, ça apporte de la valeur. Et tu vois, c'est un peu la même chose, quoi. Je pense qu'un créateur de contenu, c'est aussi un peu une sorte de professeur, d'enseignant, quoi, tu vois. Parce qu'un enseignant, c'est pas lui qui a inventé, enfin, tu vois, un prof de maths, c'est pas lui qui invente les théorèmes, quoi. Et pourtant, il peut aider des gens à avoir ce déclic et à comprendre des choses, tu vois. Et donc, je pense que c'est une assez bonne image, tu vois, pour des créateurs ou producteurs de contenu. Ouais, et alors, si tu devais citer, je ne sais pas, 2 personnes par item Ouais. que tu traites, Ouais. tu citerais qui? En business, moi, les gens que j'aime beaucoup Paul Graham aux États-Unis. Donc, c'est un peu, je pense, le père des startups, quoi, tu vois, ou en tout cas, cette mentalité un peu pirate. Il a écrit beaucoup d'articles, ça s'appelle Les Essais de Paul Graham, tu vois, qui sont globalement très intéressants et c'est plein de bon sens. J'aime beaucoup aussi Naval Ravikant. Donc, lui, c'est un mec qui était le fondateur d'AngelList. Et petit à petit, en fait, après, il a commencé à transitionner d'un contenu plutôt business à un contenu assez philosophique. Et je trouve qu'il y a beaucoup de philosophie, en fait, dans le business et c'est assez intéressant. Sur la partie mindset, un peu plus vieux, tu vois, tu as Jim Rohn, tu vois, qui est assez connu. Ou sinon, après, tu peux avoir Dan Koe, qui est un petit peu plus récent. Dan Koe, c'est un mec qui j'aime bien aussi parce que, tu vois, c'est moi, en fait, dans le mindset, j'aime bien les choses qui sont à la limite, tu vois, entre le scientifique et aussi le spirituel. Parce que en vrai, tu vois, quand on regarde l'évolution des sciences, à la base, tu vois, moi, je viens d'un parcours très scientifique. En fait, tu te rends compte que tous les 100 ans, on se dit que ce qu'il y avait il y a 100 ans, c'était n'importe quoi, tu vois. Il n'y a pas si longtemps, tu avais des gens qui, lorsqu'ils disaient que la Terre est ronde, en fait, ils se faisaient tuer, tu vois. Ouais. Parce qu'on les prenait pour des fous. Et c'était il n'y a pas si longtemps, tu vois. Nous, ça nous fait rire, ha 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 et tout. Mais je pense que, tu vois, pareil, demain, tu vas demander à des gens dans la rue, OK, prouve-moi que la Terre est ronde. En fait, t'en as peu qui arriveraient à le faire aussi bien que les gens de l'époque, tu vois. Et donc, du coup, je pense que c'est assez important, tu vois, de se créer un petit peu cet environnement, mais surtout de développer ses idées avec d'autres personnes, tu vois. Et l'intelligence artificielle, ça peut aussi aider, tu vois, là-dedans. On va en parler de l'intelligence artificielle. Ok, alors attends, je reprends du coup mes questions au fur et à mesure. Désolé, je t'ai fait non, je t'en un prie, petit mais pont. c'est le principe en fait. Hein. Donc, ta méthode de création de contenu, on en a parlé. Est-ce que tu as une méthode plus originale ou un peu surprenante parce que en fait, quand on regarde tes contenus, c'est toujours hyper bien produit. Mais est-ce que parfois, tu te dis, allez, j'ai une idée. Je ne parle pas d'écrit, parce que du coup, LinkedIn, tu écris aussi beaucoup dessus. Mais d'un point de vue plus audiovisuel, est-ce que parfois, tu pars... comme ça, en 2 secondes, tu dis, allez, j'y vais, c'est pas grave. J'ai pas de caméraman. Ouais, non, bien sûr. Ouais, il y a des fois où, tu vois, une des vidéos qui nous a le plus aidé pour du recrutement, c'est une vidéo que j'ai faite quand j'étais en Afrique du Sud. Et en gros, j'avais une villa qui a une vue sur Table Mountain. Ouais. Donc, c'est une grande montagne, donc la montagne Table. Et en fait, dessus, tu as ce qu'on appelle le tablecloth. Donc, c'est comme une nappe, tu vois. Et sauf que la nappe, c'est des nuages. Donc, en gros, tu as des nuages qui sont comme une nappe au-dessus de la montagne et qui descendent petit à petit. Et c'est vraiment genre magnifique. Et moi, ma villa, elle donnait sur cette montagne, tu vois. Donc, la vue était incroyable. Et en fait, je me suis dit, genre, vas-y, j'ai demandé juste à un pote, tu vois, j'étais sur une table dehors avec le background qui était incroyable et je lui ai juste dit, genre, filme en avançant vers moi, tu vois. Et après, je mettais un texte dessus et le texte, c'était, en gros, je parlais, tu vois, du fait que aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas travailler n'importe où dans le monde. Si vous êtes intéressé par un job différent, genre, voilà, nous, on recrute, tu vois. Et vu que la vidéo était très belle et tu vois, il n'y avait même pas de son, j'ai juste mis une petite musique et tout, c'est un truc que je l'ai fait vraiment, je pense que ça m'a pris 4 minutes.
La vidéo, elle a fait 3 millions de vues ou 4 millions de vues. Et on a eu peut-être 5000 personnes qui ont postulé à des jobs chez nous, tu vois. Pas mal. Et donc, dedans, tu vois, après, il y avait beaucoup, beaucoup de gens, pas du tout quali, évidemment, mais tu vois, sur 5 000 6 000 personnes, bah, en fait, on a recruté peut-être, je sais pas, 5 6 personnes, mais pour nous, c'est trop bien, tu vois, parce que moi, c'est 5 minutes, quoi. Donc, 5 minutes pour avoir un pipe de candidats aussi élevé et des gens archi quali, enfin, tu vois, c'est vraiment cool. C'est hyper intéressant. Et du coup, justement, si on tire un peu ce fil-là sur la partie recrutement, Ouais, avoir une marque personnelle, une légende personnelle, ça aide. ouais, c'est incroyable. Voilà. Mm. Du coup, toi, quand tu recrutes, est-ce que c'est comment dire, une voie que tu explores particulièrement ou vous recrutez aussi par d'autres biais? Mais comment est-ce que ça a justement donné comment dire, une aura particulière à l'Empire, le fait que vous ayez comme ça toute cette audience et que toi, c'était cette communauté? En fait, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment un cercle vertueux, mais dans tous les aspects de ton business. C'est-à-dire que quand tu commences à avoir une audience, en fait, pour faire des partenariats avec d'autres boîtes, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont envie de bosser avec toi. Quand tu veux recruter, bah en fait, il y a plein de gens qui postulent, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est la stratégie un peu feignante, tu vois. Genre la vidéo donc je raconte, pour moi c'est un peu feignant. Je pense que si tu veux vraiment recruter des gens brillants, il faut que tu ailles les chercher. Parce que les gens les plus brillants, souvent, ils sont en poste, tu vois. Mm. Ça peut arriver des fois que tu aies des gens en poste qui postulent parce qu'ils te connaissent et tout. Et tu vois, on en a eu un qui était très bon. Mais la plupart, en fait, aujourd'hui, je regarde les meilleures personnes, c'est des gens que je suis allé chasser, tu vois. Toi, Et ouais, personnellement. personnellement. Et parce que, en fait, tu vois, genre, j'avoue que quand je contacte des profils, des top profils, tu vois, dans des boîtes genre assez folles, ben en fait, je pense que j'ai 80% de taux de réponse. Alors qu'un recruteur, il va avoir, je sais pas, genre 20% de taux de réponse, tu vois. Et la plupart du temps, ça sera non. Et en fait, moi, du coup, je me retrouve, enfin, quand je dis 80% de taux de réponse, c'est 80% de taux de réponse positive. Parce que les gens, en fait, du coup, ils ont envie de parler avec toi. Et je Mm. pense que pour rendre les gens intéressés, il faut que toi, tu deviennes intéressant. Et le problème, c'est qu'il y a plein de gens intéressants sur Terre, tu vois, ça c'est sûr. Mais quand tu ne connais pas quelqu'un, comment tu sais que cette personne est intéressante, tu vois? Et en fait, la création de contenu, pour moi, c'est juste offrir une fenêtre à des gens sur une partie de ta personnalité. C'est pas forcément qui tu es à 100%, tu vois. Les gens, ils ont toujours une image qui est fausse de la réalité. Mais tu permets en tout cas aux gens de voir un petit peu comment tu raisonnes, ta façon de t'exprimer, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens, quelle est ta mission. Et ça, c'est très fort, tu vois. Donc pour moi, ce qui est important dans la création de contenu, c'est même pas de se dire j'ai envie, je sais pas moi, de toucher des centaines de millions de personnes. Ça, pour moi, c'est un peu le byproduct, tu vois, c'est un effet secondaire. Le plus important, en fait, c'est de te dire déjà, un, le faire pour soi, et deux, te dire que quand quelqu'un va regarder ton profil, ben, en fait, il peut voir. Enfin, moi, le premier truc que je fais quand quelqu'un me contacte, je regarde son profil. Si je vois un post, une vidéo, peu importe qu'il y ait un like ou 10 000 likes, je vais juste le lire, tu vois. Mm. Et si c'est bien, en fait, je vais pas me laisser influencer, tu vois. Évidemment, tu as toujours un petit biais quand tu vois quelqu'un qui a 100 000 followers avec des vidéos qui font des millions de vues. C'est sûr qu'il y a un biais. Mais au final, tout le monde est capable de juger de la qualité d'un contenu, tu vois. Et ça, c'est important. Et pour moi, c'est pour ça que j'aime bien. Pendant un temps, tu vois, j'étais plus dans de la production massive de contenu. J'ai un peu tout testé, tu vois. J'ai testé la production massive et maintenant, je suis plus dans j'ai envie de faire de la qualité. Donc, sur YouTube, par exemple, je sais que c'est ma plateforme de qualité. Sur Instagram, je suis plus dans une phase où je peux toujours explorer. J'ai envie de tester plein de trucs parce que ça change vite. Donc, parfois, la qualité peut varier, tu vois. Et je suis OK avec ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu as une routine de création? Tu parles de YouTube, c'est ta plateforme de qualité. Donc, ça veut dire que tu vas, je sais pas, sur un mot, enfin, tu vas répondre, hein, mais Mm. tu te dis, tiens, je vais faire plusieurs vidéos directement sur YouTube et après, je m'arrête. Ouais. Ou est-ce que tu essayes d'avoir quand même une régularité? Parce qu'on sait quand même que les algorithmes aiment la régularité. Ouais. Comment tu crées? À quel moment? Enfin, explique quelqu'un qui, aujourd'hui, ne sait pas le faire Ouais. euh, par rapport à toi, ce que tu fais. Donc d'abord, juste, si tu peux nous expliquer comment tu fais, et ensuite expliquer à quelqu'un qui a juste un iPhone et un micro, Ouais. comment est-ce qu'il peut faire. Ok. Alors, le premier point, je pense que ce qui est important, c'est que pour être bon à quelque chose, il faut faire des répétitions, tu vois. Il y a pas de recette miracle. Donc, la plupart des gens, tu vois, s'attendent à avoir beaucoup de likes, beaucoup de reach, etc. dès qu'ils vont poster quelque chose.
je pense que c'est une mauvaise habitude ou c'est des attentes qui servent à rien d'avoir en fait. Je pense que quand tu veux te lancer dans de la création de contenu, mon conseil, tu vois, ça serait de se dire, moi j'aime bien la règle des 100 jours. Dès que je commence une activité, c'est 100 jours, tu vois. Donc pendant 100 jours, je vais faire cette activité tous les jours. Et c'est tout. Et en fait, je contrôle mon output, donc ce que je produis, et l'outcome, donc le résultat, ça c'est quelque chose que je contrôle pas. Et comme je contrôle pas le résultat, tu vois, typiquement, je poste sur LinkedIn, je peux avoir un sentiment que ce post va bien fonctionner, mais dans les faits, j'en sais rien, tu vois. C'est hors de mon contrôle, tu vois. Parce que au final, quand tu postes, il faut pas oublier que tu postes à un jour donné, à une heure donnée, et qu'en fait, tu es instantanément en compétition avec plein d'autres gens. Donc, si ces personnes, pour X ou Y raison, ont créé des posts qui vont fonctionner mieux que les tiens, bah en fait, toi, ton post, il fonctionnera pas, tu vois. Et des fois, c'est un peu toi et ta chance. Et c'est pour ça que, tu vois, la création de contenu, c'est un mode qui est où je pense qu'il faut pas se mettre dans la tête, j'attends d'avoir des résultats incroyables. Ce qu'il faut te dire, c'est voir vraiment ça comme un entraînement. C'est un peu comme un sport. Il faut que tu te dises, si j'écris du contenu tous les jours, pendant 100 jours, bah en fait, je sais que je vais devenir meilleur. Et donc, moi, tu vois, genre, au début, et j'ai coaché je sais pas, 40 personnes dans la team, dans mon équipe, à faire ça, tu vois. Et j'ai des gens dans mon équipe qui ont, je sais pas, 80, 90 000 followers sur LinkedIn maintenant, tu vois. Parce que, en fait, au début, je leur ai dit, vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir de reach au départ, c'est pas grave, mais postez régulièrement. Et en fait, petit à petit, tu prends goût. Puis, tu as un post qui marche au bout de 45 jours. Donc là, tu te dis, putain, enfin. Et puis, en fait, après, tu te rends compte que tes posts, ils marchent de mieux en mieux, que tu crées ton audience, ta communauté, etc., tu vois. Donc ça, c'est le premier point, je dirais, c'est être focalisé sur ce qu'on peut délivrer, sur ce qu'on contrôle, et être fier de ce qu'on contrôle, tu vois. Donc si ton objectif, c'est 100 posts pendant 100 jours, sois fier de toi si tu as réussi à le faire. Et c'est un truc que tu contrôles, donc techniquement, tu n'as pas d'excuse. Et normalement, au bout de 100 jours, il n'y aura pas de raison pour que tu n'aies pas de résultat. Donc là, à ce moment-là, tu vois, tes objectifs peuvent changer. Ensuite, le deuxième point, moi, sur la façon, donc ma routine, entre guillemets, tu vois, de création de contenu, c'est assez aléatoire, mais j'ai un endroit où j'écris toutes mes idées. Et après, j'ai des blocs pendant lesquels je vais retourner sur mes idées pour écrire. Donc, écrire les posts ou pour des vidéos YouTube, écrire des scripts. Pour YouTube, au début, je faisais pas du tout ça. Donc, quand j'avais juste un téléphone et un micro, tu vois, donc micro-cravate Amazon à 15 balles, j'avais un trépied, 15 balles Amazon. Enfin, vraiment, mon budget au début sur YouTube, c'était 30 balles, quoi, tu vois. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je me mettais devant la caméra et je parlais d'un sujet que je maîtrisais vraiment bien. Et après, je coupais et je faisais les edits moi-même sur iMovie ou un truc comme ça, tu vois. Et je publiais. Et en fait, je pense qu'au départ, il faut pas trop se prendre la tête. J'adore la phrase d'Orelsan, je crois, qui dit si tu veux faire des films, il faut juste avoir un truc qui filme. C'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour moi, c'est un peu ça, tu vois. Et c'est vrai que tu peux remarquer qu'il y a des gens, en fait, qui vont être archi créatifs avec peu de moyens. Je pense que la contrainte, ça force à la créativité. Et donc, quand tu te lances, l'objectif, c'est de produire. Parce que dans tous les cas, au début, quoi qu'il arrive, tu vas être nul. En fait, il faut accepter le fait que tu seras éclaté au sol au début, mais que petit à petit, tu vas t'améliorer, tu vois. Moi, mon premier post, je pense, j'avais eu un like de ma mère, quoi, tu vois. Enfin, genre, c'est un peu la tristesse, quoi, mais c'est ça, tu vois. Et après, tu as évidemment ton entourage, les gens, ils comprennent pas pourquoi tu postes. Tout le monde te dit, non, mais c'est un peu chelou, c'est un peu, genre, c'est quoi ces posts, nan. En fait, faut pas écouter les gens, tu vois. Faut continuer à faire ce que toi, tu avais décidé de faire. Et je pense, en fait, quand tu te fais une promesse à toi-même, tu vois, quand tu te dis, OK, je me lance à fond, j'ai 100 jours. 100 jours, c'est rien, c'est 3 mois, tu vois. Un peu plus de 3 mois. En fait, quand tu fais une promesse à toi-même, il faut que tu arrives à la tenir. Parce que pour moi, c'est le meilleur acte de, je dirais, self-love que de tenir ses propres promesses. Si tu tiens pas tes propres promesses, en fait, je sais pas, la vie, elle vaut pas la peine d'être vécue, tu vois. Si tu n'arrives même pas à être en adéquation avec toi-même, je sais pas, ça fonctionne pas. Ça veut dire que tu te laisses en fait influencer par les autres, que ta vie, elle est pas intentionnelle. C'est un peu triste, tu vois. Et donc, pour moi, c'est vraiment un truc sur lequel les gens peuvent réussir à focaliser. Et en fait, tu vas y prendre goût, tu vois. Et quand tu y prends goût, après, c'est... Après, tu t'arrêtes plus. Tu t'arrêtes plus, ouais. Ok. La règle des 100 jours, je vais le faire. T'as raison. Comment faire, du coup, selon toi, pour créer et structurer une ligne éditoriale? Tu as déjà donné plein d'infos, mais est-ce qu'il y a, par rapport à ça, quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te disent, qui me disent mais je ne sais pas sur quoi écrire, pourquoi les gens me liraient, etc.
comment est-ce que tu peux aider, tu vois, celles et ceux qui se disent pourquoi moi? Parce que finalement, quel que soit le sujet qu'on traite, on a tous des trucs à raconter. Exactement, ouais. Mais comment est-ce qu'on structure une ligne éditoriale et justement on arrive à tenir ces 100 jours? Ouais, c'est une bonne question. Alors en fait, déjà, on va d'abord dans un premier temps, je pense, déconstruire tous les biais qu'on peut avoir. Parce que moi, je suis passé par là, tu vois, genre, pourquoi moi? Non, mais en fait, les gens qui vont voir ça, ils vont se dire que c'est de la merde, ils vont pas aimer mon contenu, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Enfin, tu vois, c'est facile de dire le regard des autres, ça importe pas. Dans les faits, on est tous victimes de ça, tu vois. Enfin, t'as quelqu'un qui te regarde de la tête aux pieds, et qui est un peu avec un regard bizarre, tu te dis, attends, j'ai quelque chose sur moi. Enfin, tu vois, ça te met un peu en panique, c'est logique. Donc, le premier point, c'est un post qui est nul sur Internet, personne ne le verra. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Tu vois, si ton post ne marche pas, c'est pas grave, tu vois, parce que ça veut dire que personne ne l'aura vu. Donc ça, faut pas trop se stresser, en fait. Ensuite, le second point, j'aime bien ce que Peter Thiel dit, c'est la compétition, c'est pour les losers. Et quand il dit ça, en fait, ça ne veut pas dire que tu dois monter une boîte dans un endroit qui est archi innovant. C'est juste que on est tous uniques. Et qu'à partir du moment où tu commences à te comparer à des autres, bah en fait, tu as perdu. Et c'est pour ça que c'est un sport de loser, tu vois, de se comparer. C'est que dès que tu te compares, tu as perdu, en fait. Le mieux, c'est de créer ses propres règles. On a tous eu une enfance différente, on n'évolue pas avec les mêmes chances, on n'a pas rencontré les mêmes personnes. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on est unique. Et quand tu es unique et que tu comprends que tu es unique, c'est là où tu comprends que ce que tu peux raconter va avoir de la valeur. Parce que en fait, ton point de vue, il sera unique quoi qu'il arrive. Ensuite, l'autre point qui, je pense, est vraiment important au moment où tu dois te lancer, c'est la technique des petits pas, tu vois. C'est d'abord j'en fais un, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Tu vois. Et petit à petit, bah, ça va devenir une habitude. Et construire une habitude, c'est James Clear, tu vois, dans Atomic Habits, qui en gros explique que scientifiquement, une habitude, elle se crée au bout, je crois, de 28 jours. Bah, en fait, ça, c'est des trucs, il faut d'abord comprendre comment ton cerveau fonctionne pour te mettre des règles avec toi-même. Si tu te dis, OK, c'est quelque chose pour lequel j'ai envie d'investir du temps, bah, en fait, déjà, comment ça marche dans mon cerveau pour que ça devienne facile? Bah oui, si ça devient facile, bah, en fait, il faut que j'arrive à créer cette habitude. Et un truc qui marche bien pour créer des habitudes, c'est ce qu'on appelle le habit stacking. Donc, tu empiles des habitudes. Donc, typiquement, tous les matins, si tu bois du café, bah, tu vas te dire, avant de boire mon café, je dois faire 10 pompes. Et ben, quand tu te lèves, tu fais 10 pompes et tu bois ton café. Et tu n'as pas le droit de boire ton café si tu n'as pas fait tes 10 pompes. Et ça, c'est une règle que tu peux faire avec toi-même. Et je te jure que quand tu fais ça, ben, en fait, tu verras que tu vas aller faire tes 10 pompes et tu verras qu'au bout d'un mois, en fait, ça deviendra normal. Et en fait, une fois que tu fais ça, tu peux te dire, OK, maintenant, je fais 10 pompes, je bois mon café et j'écris, tu vois. Et j'écris pendant 15 minutes. Ben, en fait, c'est ça, tu vois. Et petit à petit, quand tu fais ça, tes habitudes, vu qu'elles sont empilées, ben, en gros, ça devient ta routine. Et ta routine, elle met 28 jours, tu vois, à se créer. Et en fait, il faut toujours associer un truc que tu fais naturellement et que tu aimes bien, tu vois. Donc, je dis le café. Moi, perso, je bois pas de café. Donc, en fait, pour moi, là où j'essaye de stacker des habitudes, donc d'additionner des choses, c'est sur un truc que je sais que je fais, c'est me laver les dents, tu vois. Donc, soit avant de me laver les dents, soit après de me laver les dents, je sais que je peux caler des habitudes parce que c'est un truc, c'est mon métronome. Je partirai jamais de chez moi sans me laver les dents, tu vois. Bon, il y a des gens qui se lavent pas les dents, tu vois, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, trouve le truc, tu vois, qui te convient et fais-le. Et après, un point, je pense, qui est vachement important pour créer du contenu, bah, c'est comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'est trouve les gens, en fait, qui ont écrit des choses intéressantes et après, reformule-le, tu vois. Reformule-le, essaye d'écrire avec toi ce que tu penses, rajouter une petite histoire. Il y a un truc aussi, on pourra peut-être mettre un lien dans une description et tout, mais nous, en gros, si tu veux, on a pris globalement tous les plus gros créateurs de contenu et en fait, on a templétisé des posts qui fonctionnent bien, tu vois. Donc, tu as des structures de posts que tu peux réutiliser. Comme ça, dès que tu as une idée, tu peux l'appliquer avec un template. Comme ça, tu es sûr que ça fonctionne bien et tu pars jamais d'une page blanche, tu vois. Pareil, tu vois, utiliser un petit peu de ChatGPT pour essayer de trouver des idées, c'est super bien. En fait, ce qui fait peur aux gens, c'est la page blanche. Ouais. Et l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'on enlève cette page blanche. Parce qu'en fait, tu poses une question et tu as une réponse. Tu peux dire écris-moi un post. En fait, même avec un prompt, donc une façon de poser une question à l'intelligence artificielle ou à ChatGPT de façon très simple, par exemple, écris-moi un post LinkedIn sur l'entrepreneuriat ou sur la difficulté de l'entrepreneuriat quand tu fais ci, ça, ça et ça.
bah, en fait, il va te sortir quelque chose. La plupart du temps, ça ne sera pas fou, tu vois. Et tu vas te dire, ah, c'est nul. Ok, c'est nul, très bien. Donc, pourquoi c'est nul? Bah, cette phrase, elle n'est pas bien. Bah, change cette phrase. Ok, et cette phrase, tu la trouves bien? Ouais, ça va. Bah, garde cette phrase. Et ça, non, pas ouf. Bah, change-le, tu vois. Et en fait, quand tu as quelque chose que tu peux modifier et adapter, bah, en fait, au final, tu trouvais que c'était nul. Bah, je te dis, ok, modifie-le pour que ça soit bien, tu vois. Et une fois que tu modifies, bah, là, tu vois, tu as un post et tu as créé ton premier post. Et ça, tu peux le faire, le répéter, etc. pendant tes 100 jours. Ok, pendant les 5 jours. Alors justement, l'intelligence artificielle, tu viens d'en parler. Ouais. Dans la création de contenu, d'ailleurs, tu as eu une phase. Ouais, où j'étais très focus là-dessus. À fond là-dessus. Ouais. Je me souviens, il y avait aussi comment faire des templates. Enfin, il y avait des prompts pour des templates, pour faire des carousels sur LinkedIn. Enfin, il y avait plein de choses hyper actionnables. Ouais. Donc, évidemment, pour l'intelligence artificielle. Ouais. Tu es plutôt team ChatGPT. Team ChatGPT à fond, ChatGPT, ok. Ouais. Là, tu as donné deux, trois infos. Est-ce que tu as des choses à ajouter, sachant que moi, j'ai quand même un sujet sur... attention, je suis pro IA à fond. Ouais. Mais je trouve que c'est trop dommage que certaines personnes, justement, ne fassent pas le travail que tu viens de dire, de changer. Et on voit de plus en plus de posts sur LinkedIn qui sont un copier-coller avec un carrousel d'émoticônes. Ouais. Et c'est dommage parce que du coup, ça ne crée pas de valeur. C'est clair. Je trouve que ça ne met pas non plus en valeur les personnes qui le postent. Donc, que dis-tu à ces personnes? Comment on les aide à s'améliorer? Parce que c'est bien de poster, attention, c'est très bien d'y aller. Mais à un moment donné, il faut aussi mettre un peu de sa personne, je trouve. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut pas l'utiliser. Moi-même, j'utilise. Il faut l'utiliser à bon escient. À bon escient. En fait, le problème, je pense, c'est que l'être humain, par définition, il va toujours utiliser, tu vois, la voie qui demande le moins de résistance. Et donc, avoir quelque chose qu'on peut copier-coller et poster, c'est très facile, tu vois. Et donc, la voie de la facilité, c'est la voie qui est prise par la plupart des gens, tu vois. Mais dans la facilité, est-ce qu'il y a beaucoup de choses faciles qui valent la peine d'être vécues, tu vois? Ou en tout cas, qui t'apportent un résultat qui valent la peine d'être vécu? Moi, je pense pas. Et je pense, tu vois, tu l'as dit toi-même, en fait, que ça va les desservir. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ta création de contenu? Si c'est poster pour poster, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que la première étape, c'est de définir tes objectifs. Si tes objectifs, c'est de trouver plus de business ou de créer des relations avec des gens, tu vois, qui sont influents, bah, en fait, ton contenu, il faut que tu y mettes ta patte. Il faut que, en fait, ça soit une sorte de ping-pong entre ton cerveau et ce que ChatGPT t'a sorti pour que ça te représente. Parce qu'en fait, si le contenu que tu écris, tu vois, c'est la même chose. Des gens qui... j'ai rien, tu vois, contre le métier de ghostwriter, donc des gens qui écrivent des posts pour des CEO, etc. et tout, tu vois. Mais en fait, quand je vois certains posts de CEO en France qui ont été écrits par des ghostwriters qui, en fait, ont juste traduit soit mes posts, soit des posts de CEO anglais ou américains, bah, en fait, je me dis, en fait, cette personne-là, du coup, bah, ça... Ouais, peut-être que tu vois, il va créer une petite audience, mais en fait, quand les gens vont le rencontrer, ils vont se dire, mais attends, c'est qui ce tocard, en fait? On n'est pas dans le triangle de la confiance, là. Ouais, non, là, on est clairement pas dans le triangle de la confiance, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, je me dis, en fait, il faut dans un premier temps, je pense que c'est important d'investir sur soi, tu vois. C'est un investissement que tu regretteras jamais. Genre vraiment, des formations, tu peux pas regretter d'avoir appris quelque chose, tu vois. Je pense que c'est impossible. Et en fait, l'écriture, c'est vraiment un des meilleurs moyens d'apprendre, un des meilleurs moyens, tu vois, aussi de se connaître. Genre, être avec ses pensées, c'est quelque chose qui est très puissant. Tu vois, c'est peut-être un peu ridicule, tu vois, de dire faut avoir un journal, etc., etc. Mais en fait, c'est vraiment puissant. Posez-vous devant un carnet, écrivez, tu vois, et regardez comment vous sentez. Tout ce que vous avez qui passe par la tête, tu vois, ça peut être, t'es vachement énervé contre quelqu'un, prends un bout de papier, écris, tu vois, tout ce que tu voudrais dire à cette personne. Tu vois, des fois, ça peut être un collègue ou un truc comme ça. Évidemment, tu peux pas insulter tes collègues, c'est pas autorisé, tu vois, mais écris-le. Et en fait, juste regarde ta feuille de papier. Tu peux la déchirer, la jeter. En fait, regarde le sentiment que tu ressens quand tu as écrit tout ce que tu avais dans ta tête. En fait, tout redescend, tu vois. Tout redescend, t'es bien, t'es apaisé, etc. Et en fait, la création de contenu, pour moi, c'est la même chose, tu vois. C'est ton cerveau. En fait, ce que je vois, tu vois, genre, j'aime bien cette image. Le cerveau et les idées, c'est plein de points.
dans tous les sens. Et l'écriture, c'est ce qui relie les points et qui va te permettre de faire genre un très joli dessin. Et en fait, pour moi, c'est un petit peu ça, tu vois. Donc, quand tu es avec ChatGPT, globalement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir brainstormer des idées. Il faut voir ça. Donc, tu peux lui dire, OK, par exemple, tu as envie de parler d'histoires d'entrepreneurs qui sont inspirants. Tu peux lui dire, OK, qui sont pour toi les 10 entrepreneurs les plus inspirants, tu vois. Tu lui donnes pas un rôle avant? Faut qu'il Bah, ne sorte pas un truc tout pourri? En fait, ça dépend, tu vois. Ouais. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, globalement, même sans rôle, il arrive à te sortir des choses. Tu vois, moi, en gros, au début, tu vois, genre, j'avais une façon de faire des prompts qui était très spécifique, tu vois, où je lui donnais un rôle, ensuite, tu vois, je lui donnais les frameworks, je lui donnais l'expected output, etc. Et en fait, maintenant, je remarque que de façon conversationnelle, ça marche très bien. Donc, par exemple, tu vois, je peux lui dire, pour aller vite, donne-moi 10 entrepreneurs ultra inspirants, tu vois. Et après, je vais lui dire, explique-moi pourquoi tu penses que chaque entrepreneur que tu m'as cité est inspirant avec 3 bullet points. Et après, je vais en prendre 2, 3 et je vais lui dire, maintenant, raconte-moi une histoire sur telle personne et pourquoi tu penses que, tu vois, X, Y, Z, maintenant, prend un ton qui est formel ou casual, etc., etc. Et en fait, petit à petit, il va s'adapter, tu vois. Et ça fonctionne assez bien. Et après, l'idée, c'est pareil, tu vois, tu réécris et tu prends des idées et typiquement, tu vois, sur le triangle de la confiance, c'est un truc où je trouvais aucun framework en ligne qui existait. Et en fait, j'avais envie de créer un truc avec un triangle parce que je trouve que la confiance, ça va bien avec un triangle. Tu vois, c'est quelque chose où si tu as un des côtés du triangle qui n'existe pas, tout s'effondre, tu vois. Et c'est une base quand même solide. Tu vois, le 3, bon, c'est un chiffre important et tout. Et donc, du coup, je me disais, bah, OK, je vais brainstormer un petit peu avec ChatGPT pour regarder des frameworks, réfléchir et tout. Et petit à petit, en fait, il balance plein d'idées, tu vois. Et toi, tu peux lui dire, j'ai encore envie d'autres idées, d'autres idées, d'autres idées. Et après, toi, tu peux combiner des idées qui existent. Et en fait, tu deviens plus la personne qui a un puzzle et qui doit le mettre en place, tu vois. Et ça, c'est cool parce que du coup, tu pars pas d'une feuille blanche et tu n'es jamais en manque d'idées, quoi. C'est vrai que c'est hyper puissant. On est quand même aujourd'hui sur une société très égotique. Hein. Tu en as parlé Ouais. tout à l'heure. Quand un post flop, c'est pas grave, personne ne l'a vu. Néanmoins, quand un post flop, y a des gens qui passent une très mauvaise journée. C'est clair. Et du coup, il y a beaucoup de pods. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de pods. Et quand on utilise souvent des pods, on a quand même des risques de se faire shadowban Ou même banned. par LinkedIn. Alors, j'ai 2 questions. Ouais. La première, c'est qu'est-ce que tu dis à des gens qui veulent utiliser les pods? Ouais. Et d'un point de vue, c'est pas grave pour ton ego, mais aussi d'un point de vue risque. Mhm. Et ensuite, s'il te plaît, il faut que tu nous racontes cette Je histoire raconte la full incroyable. histoire. Mais juste, on commence Ouais. là, juste par les pods. Ouais. Donc les pods, en gros, c'est des groupes d'engagement. Donc en fait, ça part d'un principe assez simple qui est de dire, tu as un réseau sur LinkedIn et parfois tu vas faire des posts importants ou des annonces et tu vas avoir envie que tes amis te soutiennent ou que les gens que tu connais te soutiennent et donc tu vas leur partager le lien de ton post et les gens vont aller liker. Ça, c'est le principe du pod. Je pense que quand c'est fait de façon plutôt, tu vois, on va dire aléatoire et pas régulière, en fait, c'est pas vraiment un problème. Si tu as une grosse annonce et que tu veux qu'il y ait des gens qui te soutiennent, je trouve ça OK, tu vois. Et tu n'auras pas de problème, tu vois. Par contre, si tu décides de faire ça de façon automatisée et tous les jours, à chaque fois que tu postes, là, c'est un problème. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ton compte ne sera pas forcément ban, mais par contre, ce que tu vas risquer, c'est de pas du tout avoir de reach. Donc, en fait, ton post, il sera plus du tout montré aux personnes de ton réseau. Donc, moi, tu vois, c'est un sujet, en gros, où en 2019-2020, il y avait beaucoup de personnes qui m'invitaient dans des groupes d'engagement parce qu'ils voyaient que j'avais un gros réseau sur LinkedIn et donc ils voulaient que je vienne avec eux pour, tu vois, qu'on commente et qu'on like les posts, tu vois, entre nous. Et aujourd'hui, en fait, tu peux regarder tous les plus gros créateurs de contenu, même ceux qui disent n'utilisez pas de pod, machin et tout. En vrai, il y en a énormément qui en utilisent, tu vois. Ouais. Et en fait, ils utilisent aujourd'hui des pods manuels. Donc, c'est-à-dire, ils ont un Slack, un groupe WhatsApp ou peu importe. C'est comme ça qu'ils les utilisent. Mais à l'époque, moi, je me suis dit, tu vois, je fais beaucoup de logiciels, donc j'aime bien automatiser. J'aime pas perdre du temps sur des tâches qui sont répétitives. Et je voyais ça et je me dis, en fait, c'est con, tu vois, il y a des groupes. Tout le monde est d'accord pour aller liker les posts des autres. Pourquoi c'est pas automatisé, tu vois? Donc, j'ai développé une extension Chrome. Et cette extension Chrome, en fait, elle permettait d'automatiser tout ça. Et en fait, c'était un business qui a fait énormément d'argent avec un effort minimum, très très rapidement,
Sauf que je me suis rendu compte que j'avais créé un monstre. C'est-à-dire que à l'époque, LinkedIn, en fait, les pods, ça fonctionnait ultra bien. Et donc, en gros, je me rendais compte que tu avais des gens qui étaient nos clients, qui nous payaient, mais des sommes astronomiques. En fait, c'était des gens qui produisaient du contenu qui n'était pas ouf, mais du fait qu'il y ait les pods, ils se retrouvaient, tu vois, avec des reach de malades mentaux, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais créé un peu un monstre et que les gens, tu vois, likaient. Et donc, à ce moment-là, tu vois, tu te poses une question. Parce que tu te dis, OK, tu as un business où, globalement, tu vois, moi, je passais 3 heures dessus par mois, 3-4 heures par mois. Et à côté de ça, ça me rapportait plus de 600 000 dollars par an. Donc, tu vois, le ROI, quand même, quand tu analyses un peu ton taux horaire, tu vois, c'est assez fou. Et à ce moment-là, je me suis dit, écoute, genre, j'ai un autre projet, l'Emlist, qui décolle, etc. J'ai toujours rêvé, tu vois, vendre une boîte. Je pense qu'il y avait un peu aussi de ce côté, je sais pas, ego, ouais, c'est sûr, tu vois, pour pouvoir mettre sur mon profil Exited SaaS Founder ou un truc comme ça, tu vois. Genre, j'ai l'impression que c'était stylé de faire un exit. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, OK, je vais vendre cette boîte parce que, je suis pas très fier de ce que j'ai créé. Au début, c'était cool, c'était un petit hack sympa, machin. Mais là, en fait, je me retrouve avec des gens qui pètent des câbles parce qu'ils ils ont liké dans un groupe le post d'un mec qui a mis un truc de religion, nanana. Enfin, tu vois, ça partait, il y avait des déviances dans tous les sens, c'était vraiment horrible. Et en fait, petit à petit, je me rendais compte aussi que ça ruinait la plateforme LinkedIn, tu vois, alors qu'il était une plateforme que j'aimais bien à la base. Et donc, je me suis dit, je vais vendre, mais par contre, je vais donner un vrai plan d'action à la personne pour lui dire, genre, voilà ce qui doit être mis en place, etc. Tu vois, genre, il faut des modérateurs, il faut limiter les groupes, il faut faire payer, genre, peut-être plus cher les gens, mais faire des trucs un peu plus premium, enfin, tu vois, pour éviter ce truc full automatisé et tout. Et donc, on vend cette boîte. Et à ce moment-là, il y a LinkedIn qui me contacte et qui me dit, genre, j'ai vu que vous étiez le CEO de ça, nanana, genre cease and desist. Donc, c'est une lettre, je ne sais pas comment on le traduit en français, mais en gros, c'est une lettre qui dit, il faut que tu shut down, genre que tu fermes ton business, quoi. C'est illégal, on va vous attaquer en procès, tu vois. Okay. Sauf que moi, je leur dis, bah, très bien, sauf qu'en fait, j'ai vendu la boîte, tu vois. Et là, ils me disent, bah, OK, on veut la preuve du bailleur, mettez-nous en contact avec lui. Et là, je lui dis, bah, en fait, impossible, parce que tu vois, moi, dans mon contrat de vente, j'ai interdiction de mentionner l'acheteur, tu vois. C'est des entrepreneurs aux Australies et tout. Mais l'avantage, c'est que j'étais passé par un broker. Donc, un broker, c'est un intermédiaire qui, lui, avait plein d'acheteurs, des gens qui achètent, du coup, des logiciels et qui prend un pourcentage sur la vente. Et donc, lui, je lui dis, fais une lettre pour expliquer que la boîte est vendue et que toi non plus, tu n'as pas le droit de parler de tes clients, mais que ça a bien été vendu et que moi, je suis plus CEO. Et il me dit, OK, on fait la lettre. Et là, LinkedIn me dit, bah non, c'est mort. Et tant que tu ne donnes pas le nom de la personne qui a racheté le business, bah en fait, on va te ban ton compte. Et donc là, j'ai été banni. Donc, mon premier profil LinkedIn a été ban. Ce qui était dur pour moi parce que, tu vois, ça faisait 2 ans et demi que je construisais une audience. Enfin, tu vois, genre, j'étais vraiment bien monté. C'était trop cool et tout. 6 mois plus tard, donc j'essayais de recréer des profils, mais à chaque fois, je mettais Guillaume Moubèche. Le profil était ban. Donc, en gros, mon nom, mon prénom c'était vraiment... Et là, je me suis dit, bon, ça va passer après quelques mois. Et pour revenir, donc là, je crée un profil Guillaume Moubèche qui est pas ban. Donc, je le crée quand j'étais au Mexique. Donc, je me dis, putain, trop bien et tout, ça marche. Et du coup, on se dit, pour faire en sorte que les gens... Parce que tu vois, j'avais plein de contacts business qui me disaient, bah, en fait, tu as disparu. Ils pensaient que je les avais bloqués. Donc, il y en avait certains qui prenaient la peine d'écrire un mail. Mais en fait, quand tu es sur LinkedIn avec quelqu'un, que tu le vois plus et que tu te dis, le gars, il a disparu, c'est tout, quoi. Tu vois. Tu l'oublies, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Et donc là, du coup, on a lancé une campagne qui s'appelait Free Guillaume Moubèche. Donc, il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui ont publié sur LinkedIn un carré jaune avec ma tête pour, en gros, expliquer à LinkedIn qu'il fallait que je revienne, machin et tout. Du coup, mon nouveau profil a pris en une journée genre 10 ou 15 000 abonnés. En fait, LinkedIn, après, a décidé de shadowban tous les posts qui avaient le hashtag #FreeGuillaumeMoubèche. Donc, tous les posts ou tous les comptes? Non, tous les posts. Tous les posts. Donc, en fait, les posts avaient plus de reach du tout et ils étaient plus du tout montrés. Donc, par exemple, demain, si tu fais un hashtag #FreeGuillaumeMoubèche sur ton post, il aura 0 reach. Ok. Genre, ils ont hard-codé dans leur code que ce hashtag, tu vois, il devait être... genre, ce qui est assez ouf quand même. Hein. Donc, c'est là où tu te rends compte que tu es clairement dans une plateforme privée qui est vraie dictature, quoi. Mais après, tu vois, c'est les règles du jeu aussi. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, putain, c'est ouf. Et LinkedIn m'a reban à ce moment-là.
Et donc après, du coup, j'ai eu un profil. Donc j'avais plus de profil. J'ai dû recréer un nouveau profil qui s'appelait Just G à l'époque. Avec une fausse photo, etc. Et c'était assez drôle parce que du coup, en fait, j'ai recréé des audiences avec plein de profils où les gens ne savaient pas que c'était moi. Et j'ai créé pas mal de trucs jusqu'à l'année dernière où j'ai switché un autre profil en Guillaume Moubèche que j'avais et je l'ai monté à, je pense, 90 000 abonnés. Et en fait, une agence de recrutement qui nous a arnaqué en gros 50 000 balles. Donc, si tu veux, ils nous avaient... en fait, il fonctionnait au succès. On a commencé à bosser ensemble. Il m'avait demandé un retainer parce que c'était sur un profil high level. Ils ont bossé 1 mois, sachant qu'il y a eu les vacances de Noël au milieu, donc ça fait globalement 2 semaines. Ils m'ont présenté peut-être 8 candidats qui étaient vraiment pas ouf. En arrière, il y en a un qui est arrivé quasiment au final round et on a commencé à parler salaire et tout. Et en fait, j'ai appris que l'agence de recrutement lui disait qu'il fallait qu'il demande beaucoup plus parce que eux, ils avaient un pourcentage du salaire annuel. En parallèle à ça, vu qu'ils me donnaient pas assez de candidats, bah, tu vois, je leur ai dit, bah, genre, en fait, moi, j'ai besoin de plus de paille pour vraiment pouvoir comparer et tout. Et donc, ils faisaient rien. Donc, j'ai décidé moi-même, tu vois, d'aller faire mon outreach et contacter les candidats. J'ai trouvé quelqu'un, je l'ai recruté et je leur ai dit, les gars, en fait, je recrute quelqu'un par mes propres moyens. Les candidats que vous m'avez proposés, ils sont pas ouf. Genre là, je vous ai payé un retainer de 50 000 balles. Juste, non, en fait, tu vois, je vais pas payer 50 000 balles pour ça, tu vois. Et genre là, ils m'ont dit, bah ok, on va trouver une solution, je suis d'accord avec toi, machin, machin et tout. Et en fait, après, ils ont totalement switché. Et je pense qu'ils faisaient pas une bonne année. Et donc, ils ont dit, bah non, on peut pas te rembourser. Au mieux, on te fera un crédit. Je dis, bah non, je veux pas un crédit. Enfin, juste à la limite, facturez-moi le taux horaire de la personne que vous avez mis dessus, tu vois. 2 semaines, même si vous considérez que le gars, c'est un gars qui vaut 1 000 € de la journée, enfin, tu vois, ce qui n'est pas le cas, bah juste 15K, j'étais fine avec ça, tu vois, où on coupe la poire en deux, enfin, peu importe. Et en fait, ils ont commencé à menacer en mode, si tu dis à quelqu'un que tu parles de ce sujet, nous n'hésiterons pas à faire, en gros, à te mettre en procès, pour diffamation, etc. et tout. Et en fait, moi, quand on me menace, c'est vraiment la pire chose à faire. Donc, du coup, bah, j'ai décidé de faire un post sur LinkedIn. Le post, il a eu genre 500 likes, 600 likes. Il était en train de monter après quelques heures. Et en fait, d'un coup, mon profil a été ban. Et en gros, j'ai appris par la suite, parce que je connaissais quelqu'un dans leur boîte, que les cofondateurs et patrons du truc avec qui je parlais ont demandé à toute la boîte d'aller sur mon profil pour me reporter à cause de ce post. Et donc, du coup, mon profil, quand t'as genre 100 personnes qui te reportent, bah, en fait, d'un coup, ton profil, il est ban une première fois. D'abord, c'est temporaire. Sauf qu'en fait, vu que Guillaume Moubèche, il n'a plus le droit d'être sur LinkedIn, quand ils m'ont vu, ils se sont dit, bah non, Il en est fait, encore là t'as un vrai dossier, tu vois. Genre, c'est le 8e profil que tu fais. Donc, clairement, on va pas te le donner, tu vois. Donc, j'ai essayé par multiples voies de récupérer ce profil et ça n'a pas marché. Et donc là, le profil que vous voyez sur LinkedIn n'a que quelques mois. Ah oui. Ouais, quelques mois. Et donc, tu vois, après, je sais pas. En fait, moi, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je recommence, bah, en fait, je sais pas, c'est un nouveau départ. Tu vois, je suis plus dans ce mood. Je suis pas à la recherche d'avoir des centaines de milliers de followers sur LinkedIn. Je sais que c'est une histoire où je me ferai régulièrement ban. Mais par contre, ce qui est cool maintenant avec les algorithmes et la façon dont ça change, c'est que peu importe la taille de ton audience, si tes posts sont vraiment bons, ils peuvent toucher vraiment des centaines de milliers de personnes, tu vois. Et ça te permet de regrossir vite, tu vois. Donc, moi, là, tu vois, j'ai mon profil, j'ai dû le lancer, je pense, en juillet ou août. Donc, ça fait 5-6 mois, tu vois. Ah oui, ça fait pas longtemps. Ouais. Et tu vois, je suis passé de rien à 25, 26 000 followers, tu vois. D'accord. Et mes posts, pareil, tu vois, ça fait des centaines de milliers de vues à chaque fois et des millions par mois, quoi. Donc, c'est cool, c'est un nouveau jeu et j'aime bien, ouais. Ça me fait penser quand j'étais petite, quand on finissait Mario Bros et qu'il y avait des mondes secrets. C'est et ça. du coup, tu pouvais recommencer. Tu es un peu dans les mondes secrets de Mario Bros. Ok. Ouais, exactement. Ouais, J'aime c'est bien ça. cette image. Ouais, c'est marrant. Hein. Quelle histoire. Hein, c'est assez dingue. Ok. Alors, je te propose, j'ai 40 questions. Aïe, aïe, aïe. Mais attention, tu peux répondre que par oui et par non et super vite. Ok. Ok. Normalement, il faut que je chronomètre, mais j'ai pas de chronomètre. Ok. Donc, on va dire que. C'est du tac au tac. Voilà, c'est du tac au tac. Est-ce que tu es prêt? Oui. Oui, je suis prêt. C'est parti. Tu as peur du flop? Oui. Faut-il mettre de côté son ego pour réussir sur les réseaux sociaux? Oui. Faut-il une ligne éditoriale? Oui. Tu as déjà été plagié? Oui. Les réseaux sociaux sont un job à temps complet. Non.
Tu as été contacté par une marque que tu adores grâce à tes posts. Tac au tac, hein. Ah putain, c'est vrai que c'est long, mais je réfléchis que j'adore en fait. C'est le. Oui. Est-ce que tu as déjà fait des détox de réseaux sociaux? Oui. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Oui. Est-ce que tu as beaucoup de haters? Oui. Tu passes une mauvaise journée si ton contenu ne prend pas? Non. Tu utilises tout le temps de ChatGPT? Oui. Tu as eu un succès inattendu sur un post tout pourri? Oui. Tu as été... tu as été invité à un podcast ou à une émission grâce à ta présence en ligne? Oui. LinkedIn est un gros canal d'acquisition de clients. Oui. Tu as déjà fait un bad buzz? Oui. Tu as déjà eu une opportunité de carrière via un DM? Oui, mais non. Tu as déjà créé une tendance sur les réseaux sociaux? Oui. Tu as vu un de tes posts devenir un sujet de discussion dans les médias? Oui. Ton chiffre d'affaires est lié à ta présence sur les réseaux. Oui et non. Ta présence en ligne t'a permis de te positionner comme un leader d'opinion dans son secteur. Oui. Tu as été approché par des investisseurs grâce à ton personal branding. Oui. Tu as utilisé les réseaux sociaux pour transformer un échec en succès commercial. Oui. Ta stratégie de contenu a directement influencé la croissance de ton entreprise. Oui. Tes contenus sont un avantage concurrentiel. Oui. Un bad buzz reste un buzz et c'est intéressant. Non. Tu te compares aux autres. Oui, mais non. Ah oui, parce que tout à l'heure, tu as dit il faut pas. Il faut pas. Non, mais bien sûr, mais on le fait tous un peu, malheureusement. Il faut avoir une routine de création. C'est mieux, Les réseaux sociaux sont plus importants qu'un CV. clairement. Les réseaux sont trop influents. Oui. Tu as déjà regretté un post? Oui, mais non. L'authenticité prime sur la qualité. Oui. La quantité prime sur la qualité. Non. Les réseaux sont indispensables au succès. Non. Tu as déjà refusé une collaboration hyper lucrative. Ah oui. Les réseaux sont une source de stress. Oui. Les réseaux favorisent la créativité. Oui et non. Est-ce que tu as peur quand tu appuies sur le bouton publier? Non. Les réseaux sont un accélérateur professionnel. Oui. Tu as décroché des rendez-vous avec des personnes normalement inaccessibles grâce à ta présence en ligne. Oui. Ouais. Ok. Ouais. Il y a eu des oui mais non. Normalement, c'est oui ou non. Hein. T'as un peu triché. J'aime bien bend les règles. Ouais. Ok, alors on arrive à la dernière partie, une partie conseils et perspectives. Ouais. Si aujourd'hui tu devais recommencer à zéro, Ouais. 0. Alors, tu as déjà recommencé à zéro plusieurs fois sur LinkedIn, mais alors Ouais. là, vraiment 0, tu es au début de l'Emlist. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en premier? Bah, je pense qu'en vrai, en premier, je me forme. Donc, tu vois, nous, on a une masterclass qui est gratuite sur comment créer du contenu. Bah, en fait, je pense honnêtement, moi, je l'ai créé. En fait, c'était ce que je faisais pour toute mon équipe en interne. Et en fait, il y a tellement de personnes à l'extérieur qui me demandaient comment, en fait, ça se fait que toute ton équipe poste comme ça, comme ça. Bah, en fait, je leur dis, bah, moi, j'ai une masterclass que je fais en interne. Et ils m'ont dit, est-ce que tu peux la mettre en externe? Et c'est ce que j'ai fait. Et en vrai, je l'ai fait gratuitement parce que je pense, enfin, tu vois, moi, un des trucs qui me fait kiffer, c'est quand même d'aider les gens. Donc, si je devais recommencer, c'est je fais cette masterclass pour vraiment comprendre, tu vois. Donc, je me forme, j'essaye de comprendre comment ça fonctionne le contenu, pourquoi un contenu est bon versus un contenu n'est pas bon, tu vois, comment tu fais pour déterminer ta ligne édito. Et ensuite, après, j'applique la règle des 100 jours, tu vois. Donc, un post par jour pendant 100 jours en appliquant les conseils de la Personal Branding School. Hyper clair. On peut partager Ouais, aussi, on pourra mettre le lien sans souci. Ouais. Super. Quel est le conseil que toi, tu aurais aimé recevoir? Le conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est peut-être, en fait, vraiment le conseil d'être focalisé sur ce que tu contrôles et pas sur les résultats que tu vas avoir. Je pense que c'est le meilleur conseil que tu peux avoir au début. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a poster sur les réseaux sociaux, c'est un jeu qui est très mental. Évidemment que la première fois que tu postes quelque chose, ça te fait peur. Ton post, tu vas le relire 18 fois. Tu vas prendre beaucoup de temps avant de le faire, etc. Tu vois. Récemment, j'ai coaché 2 avocates qui sont des potes, tu vois, via mon frère, etc., qui se lancent et qui avaient besoin, tu vois, qui étaient curieuses sur de l'acquisition client, tu vois, vu qu'elles se lançaient, elles ne savaient pas trop comment faire. Et en fait, je les ai aidées à vraiment, je leur ai donné, tu vois, toutes les clés pour réussir à créer une personal brand. Et aujourd'hui, leur post, ça fait à chaque fois des centaines de likes. Tu vois, ils ont des trucs qui marchent ultra bien. Et en fait, c'est trop drôle parce que toutes ces peurs, elles sont normales. Mais c'est pour ça que quand tu t'es vraiment focalisé sur ce que tu contrôles, en fait, tu le fais et c'est tout. Tu vois, il faut avoir juste cette discipline de poster. Et tu te dis, au bout de 100 jours, je regarderai mes contenus. Donc, c'est post pendant 100 jours.
Après, tu regardes pas comment ça marche. Évidemment, tu vas avoir des likes, des commentaires, engage un petit peu, tu vois. Mais avant 100 jours, ne prends aucune décision de savoir si tu arrêtes ou tu continues, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est qu'une fois que tu fais les choses que tu vas te rendre compte qu'au final, ça va marcher, tu vois. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Ouais. Oui. C'est ça le problème principal, en fait. Ouais, en fait, c'est un problème parce que, et je pense que c'est de plus en plus le cas, c'est que les réseaux sociaux normalisent le succès qui arrive instantanément. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça, tu vois. Genre, tu prends James Dyson, tu vois, qui est l'inventeur de Dyson. J'adore les aspirateurs. Mais c'est un gars, tu vois, il a fait genre 5275 prototypes avant de trouver un aspirateur, genre sans sac, puis un aspirateur qui fasse pas de bruit, tu vois. Et c'est un gars, il a bossé 15 ans sans avoir de résultat, tu vois. Et aujourd'hui, parce que tu as vu qu'il y a un mec qui a fait une vidéo TikTok une fois dans sa chambre et qui est le gars, genre once, genre 1 sur des centaines de millions, qui est devenu connu et parce qu'il faisait un truc un peu marrant et maintenant il bosse avec Hugo Boss, machin, machin. En fait, les gens, ils pensent que c'est la norme. C'est pas la norme. La norme, c'est que tu dois galérer pendant longtemps avant d'avoir des résultats. Et que quelque chose qui arrive instantanément, c'est pas forcément quelque chose dont tu seras fier. La plupart des gens qui gagnent leur argent au loto, ils le perdent dans les 2 ans. Tu vois ? Enfin, ils l'ont dépensé dans les 2-3 ans. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on te donne quelque chose. Tu vois, je pense qu'il y a une différence entre recevoir et gagner. Quand tu gagnes quelque chose, c'est que tu as vraiment travaillé pour ça, tu vois. Quand on te donne quelque chose, ben en fait, tu sauras pas le refaire, tu vois. Moi, je pense que ça a beaucoup plus de valeur de savoir comment faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires plutôt qu'on te donne 1 million directement, tu vois. Et ça, c'est un truc que les gens arrivent pas forcément à comprendre et les réseaux sociaux, ça biaise vachement notre façon de voir la société et l'effort de façon générale. Ouais, c'est vrai qu'on est dans une société hyper instantanée. C'est fou, hein. C'est terrible. Ouais. Ok. J'apprends tellement de leçons, j'adore. Est-ce qu'il y a des frameworks à mettre en place ? Tu en as parlé tout à l'heure justement de plein de frameworks. Des templates. Des templates de frameworks. Mais si tu devais en donner 3, pareil pour quelqu'un qui démarre sur LinkedIn, par exemple. Ouais, il y a des choses assez simples. Hein. Enfin, tu vois, des frameworks que j'aime bien. AIDA, par exemple, tu vois, c'est un truc qui fonctionne bien. Des petits conseils un peu comme ça que je peux donner. AIDA, du coup, c'est AIDA. Donc, A, c'est comment j'attire l'attention. Donc, il faut que ta première phrase, elle attire l'attention. En anglais, on appelle ça un hook. Donc, c'est un crochet, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Tu vois, l'idée, c'est que la première ligne va déterminer si oui ou non les gens vont lire la seconde. Une des phrases que j'aime bien, c'est quand tu écris un post sur LinkedIn, un bon test à faire, c'est prendre des phrases un peu aléatoirement quand tu lis ton post. Donc, prends la première phrase, prends la 4e phrase et à chaque fois, pose-toi la question, est-ce que cette phrase me donne envie de lire la suivante ? Si la réponse, c'est non, c'est que la phrase, elle sert à rien. Si la réponse, c'est oui, c'est que tu as fait du bon taf, tu vois. Et du coup, c'est un bon moyen quand tu écris des posts de toujours garder l'attention du lecteur. Parce qu'en fait, si tu regardes les réseaux sociaux, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu veux que les gens passent le plus de temps sur un réseau social. En fait, LinkedIn, globalement, leurs 2 moyens de faire de l'argent, c'est quoi ? C'est vendre des abonnements premium qui te permettent d'avoir accès à des fonctionnalités un peu uniques. Et 2, de vendre des ads. Donc, c'est du placement publicitaire. Et en fait, pour pouvoir vendre plus de placements publicitaires, il faut qu'il y ait plus de gens sur la plateforme. Parce qu'en gros, toi, ce que tu vends, c'est des eyeballs, donc des gens qui regardent quelque chose. Et donc, quand ton post fait en sorte que la personne passe du temps à le lire, ça veut dire que tu aides LinkedIn à faire plus d'argent. Donc, l'algorithme va forcément pousser les posts que les gens passent plus de temps à lire. Et c'est pour ça que tu vois avoir cette stratégie qui te permet toujours de passer à la ligne d'après et ainsi de suite. En fait, ça t'aide à avoir beaucoup plus de reach et d'engagement. Donc, A, c'est l'attention. Ensuite, I, c'est l'intérêt. D, c'est le désir. Et le dernier A, c'est le passage à l'action. Donc, en fait, ce que tu veux à la fin de ton post, globalement, c'est que les gens passent à l'action. Donc, ça peut être soit un commentaire. Parfois, tu vois, c'est toi qui demandes aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Parfois, c'est toi qui demandes aux gens commenter pour avoir quelque chose en retour. Tu as pas mal de façons, tu vois, de faire pour réussir à créer de l'engagement. Ok. Donc ça, c'est ton framework préféré ? Ouais, j'aime bien parce que c'est assez simple. En gros, c'est A, t'attires l'attention, tu vois. Donc l'attention, ça peut être, je sais pas, par exemple, savez-vous pourquoi Marco Polo était le meilleur des entrepreneurs au monde ? Tu vois, non, je ne sais pas, tu vois. Donc j'ai envie de savoir pourquoi. Là, j'ai eu ton attention. Ouais. Intérêt après. Marco Polo a été la première personne à documenter la route de la soie, mais vous ne saviez pas que X, Y et Z, tu vois. Donc là, tu te dis, ah ouais, c'est intéressant. Désir, tu vois.
comment est-ce que tu peux faire pour toi devenir le Marco Polo de tous les temps, tu vois? Ah je sais pas. Action. J'ai créé une masterclass qui permet blablabla. Il y en a pour plus de 10 000 $ de valeur, mais j'ai décidé de la rendre gratuite aujourd'hui. Oh, intéressant. Ensuite, pour réussir à accéder à cette masterclass, commente Guillaume, je t'aime et je te l'enverrai en DM, tu vois. Là, boum, les gens vont passer à l'action. Guillaume, je t'aime et voilà. Bon, Un nouveau hashtag. Un nouveau hashtag. Okay. Mieux que Free Guillaume Ouvèche. Ok. Justement, les accroches, c'est hyper important. Si tu as une accroche pourrie, ça ne marche pas, ton post LinkedIn. Comment est-ce que tu t'attires l'attention? Il y a des choses un peu, souvent d'ailleurs, un peu putaclic, quoi. Ouais. Tu vois ouais. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie Okay. question. Le côté putaclic, en fait, je pense que un des trucs que j'avais bien aimé, c'est un mec qui s'appelle Major Mouvement sur YouTube. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est le frère de Guillaume, le gars du slip français. Et donc, c'est un kiné, lui, qui propose plein d'exercices, tout ça. Et en fait, lui, il est quand même très terre à terre, tu vois. Il s'exprime bien, il veut t'expliquer comment fonctionne le corps, tout ça. Et en fait, on lui demandait, genre, qu'est-ce que tu penses des trucs putaclic, quoi, tu vois. Et en fait, à la base, il détestait ça. Et puis, il s'est rendu compte que quand c'était putaclic, il avait beaucoup plus de vues. En tout cas, parce qu'il y avait plus de personnes qui cliquaient sur la vidéo et plus de personnes qui regardaient. Et donc, ça voulait dire qu'il avait aidé beaucoup plus de personnes. Et donc, en fait, pour moi, il n'y a aucun problème à faire quelque chose de putaclic à partir du moment où tu sais que derrière, tu as énormément de valeur à apporter aux gens, tu vois. Si c'est putaclic et en fait, derrière, il n'y a rien et c'est vide et en fait, tu te dis... je sais pas, j'ai rien appris, c'est un peu nul, pas d'intérêt. Par contre, si tu es convaincu de la valeur que tu apportes, en fait, il faut juste jouer avec les règles des réseaux sociaux. Et les règles des réseaux sociaux, c'est que celui qui va avoir la phrase d'accroche la meilleure attirera le plus l'attention, en fait. Alors, justement, dans le concours des putaclic, j'en ai quelques-uns. Aïe. Alors, ça, c'est gentil. Le avant-après, une accroche contrariante, en général, clivante, jouer avec l'âge, jouer avec l'argent et la réussite. Alors, il y a aussi ceux qui tapent sur les gens et sur l'autorité. Parler de cause sociétale, ça, c'est plutôt sympa, mais sous réserve que l'on les maîtrise et qu'on soit capable derrière d'argumenter. Est-ce que tu en as d'autres à proposer? Ouais, t'as bien listé. Tac, tac, tac. Je pense que... Des accroches qui peuvent bien marcher, c'est des chiffres un petit peu... tu vois, les gens aiment bien les chiffres de façon générale et ça te permet d'avoir un peu de crédibilité aussi, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui marche bien. Mais après, tout ce que tu as cité, avant, après... moi, j'aime bien les avant-après, les transformations. Tu peux reprendre un peu les idées de storytelling, tu vois, où il faut qu'il y ait soit un ennemi, soit il faut parler directement d'une difficulté. Cette technique aussi, tu vois, genre entamer un post avec une phrase, tu vois, qui est choc sur un événement qui t'est arrivé. J'aime bien les citations en début de phrase, tu vois. Ouais. Genre, par exemple, tu vois, je vais le faire en français, mais moi, tu vois, j'avais reçu un email, une réponse à un de mes emails qui était en anglais. Bon, je vais le faire en anglais, c'est fuck off French motherfucker, tu vois. Donc, en gros, va te faire foutre, sale enculé de français. Donc, ça, c'était une réponse à un de mes mails de prospection à quelqu'un aux US. Sympa. Donc, tu vois, cette citation-là, si c'est la première phrase et que tu la mets en quote, les gens, ils vont envie de savoir, attends, dans quel contexte on lui a dit ça, tu vois. Et en fait, commencer par une citation, c'est un truc, tu vois, ou quelque chose que quelqu'un t'a dit, c'est très puissant, tu vois, pour le début d'une histoire. Parce que tout le monde a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et donc, pareil, tu vois, tu peux extrapoler ça avec je commence par la fin de l'histoire. Tu vois, par exemple, je sais pas, on vient de dépasser 35 millions de dollars. Pourtant, il y a un an, la boîte allait couler. Je vous explique. Tu vois, genre là, j'ai envie de savoir aussi, tu vois. Donc, ça, c'est des petites astuces aussi. Ok. Et alors, l'illustration LinkedIn, gros sujet. Illustration. Les illustrations des posts. Genre selfie. Mettre une photo, selfie ou pas. Le selfie, pas le selfie, la vidéo, l'image créée par Midjourney, pas d'image. C'est une bonne question. En fait, déjà, de 1, je pense que LinkedIn change tout le temps ses algos. Donc, ce qu'on va dire là, ça peut changer. Tu vois, les carousels, c'était la folie. Puis, potentiellement, en 2024, ils veulent annuler les carousels et plus les avoir. Les vidéos, moi, tu vois, quand je me suis lancé sur LinkedIn, je faisais que des vidéos parce que ça marchait archi bien. Et je faisais des vidéos en anglais, face cam, avec mon téléphone. Et en fait, c'était un truc, genre, ils voulaient pousser à fond la vidéo parce qu'ils se disaient,
c'est trendy, ça va marcher. Et donc, mes posts, ils reachaient de malade, tu vois. Et puis, à un moment, ça a commencé à diminuer et LinkedIn a dit non, en fait, on veut faire que du texte. Fuck la vidéo. Et du coup, il fallait changer, il fallait s'adapter. Donc, je pense que le format, il faut toujours s'adapter. Moi, j'aime bien, honnêtement, les posts où il y a des photos. Je trouve que c'est toujours cool parce qu'en fait, tu attires l'attention. Et ça te permet aussi, tu vois, quand on reparlait un peu du triangle de la confiance, quand tu vois la tête de la personne, il y a toujours une connexion émotionnelle qui est plus forte, tu vois. Et des fois, ça peut juste être marrant, ça peut juste attirer l'attention, mais moi, je trouve que c'est un truc qui est bien. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise avec tout ce que tu as créé depuis que tu as démarré? Ah, c'est une bonne question. Je pense que la plus grande leçon, c'est que personne au monde n'est inatteignable. Et je pense que quand je me suis lancé, je pensais vraiment qu'il y avait des gens qui juste, en fait, jamais de la vie pourraient te répondre, tu vois, parce qu'ils sont beaucoup trop connus, beaucoup trop sollicités, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que non, si tu passes assez de temps et que tu es vraiment déterminé, tu peux vraiment rentrer en contact avec n'importe qui et recevoir une réponse. Et alors, la personne la plus incroyable à qui tu t'es rentré en contact? Avec qui j'ai eu des réponses, des conversations. Ouais. Ou en tout cas une réponse. Ouais. Tu vois, typiquement, un truc qui aurait pu paraître... Xavier Niel, il répond à tous ses emails. Par contre, avoir une conversation avec Xavier Niel de genre, ou un échange de 15-20 emails, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Donc, quand je me suis lancé, pour moi, je me disais, tu vois, le mec marié avec la famille Arnaud, CEO de Free, genre impossible. Pourtant, tu vois, genre, ça m'est arrivé d'avoir une conversation avec lui. Donc, on a échangé des mails, on s'est vu en live, on a fait un live ensemble, tu vois, avec Xavier Niel et Jean de la Roche-Brochard, enfin, tu vois. Donc, tout ça, c'était un truc qui, au début, je me serais dit, non, c'est impossible, tu vois, parce qu'il ne fait jamais d'interview, ou en tout cas, pas avec des entrepreneurs, des journalistes à la limite, tu vois, sur la télé ou des trucs comme ça, enfin, la télé, mais sinon, non. Et aussi, un gars que j'aime bien, Alex Hormozy, je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un peu une star aux US, plus d'1 million, enfin, il a des millions de followers, grosse barbe, archi musclé, toujours en débardeur. Donc, tu te dis, c'est un peu un bûcheron chelou. Mais en fait, derrière, il est très, très intelligent, très, très bon en business. Et typiquement, voilà, tu vois, je l'ai contacté, il m'a répondu, on a échangé 2-3 messages. En fait, tu vois, c'est des gens en fait, qui me semblaient, pareil, Sahil Bloom, que j'aime bien. On a échangé des dizaines et dizaines de messages sur Insta, tu vois. Et en fait, c'est ce que j'aime bien, tu vois, me dire que demain, je trouve qu'un contenu est stylé, je vais juste envoyer un message à quelqu'un. Et tu sais pas de quoi demain sera fait, tu vois, mais ça peut toujours être utile. Et toi-même, tu réponds à tout le monde? Sur Insta, c'est un peu compliqué parce que franchement, je reçois beaucoup de spam sur Insta. C'est vraiment chiant, tu vois. Enfin, il y a des gens et des messages, des fois, c'est genre j'ai vu tes vidéos, j'ai vu que tu fais beaucoup d'argent, je veux faire beaucoup d'argent, aide-moi, tu vois. Ouais, tu vois, c'est un peu relou, quoi. Si tu m'envoies un truc très spécifique ou il y a des gens qui m'envoient genre message important, réponds urgent, je veux te contacter. Et genre, ils t'envoient ça genre 10 fois, tu vois. Et tu te dis, mais genre juste, enfin, est-ce que tu te verrais, je sais pas, toquer à la porte de quelqu'un et dire message urgent, important, ouf, tu vois. Non, en fait, je sais pas, enfin, juste, ouais, les gens, ils sont assez marrants, quoi, parfois. mais si le message, il est bien fait et qu'il y a une vraie question, oui, je réponds tout le temps, ouais. Comment tu vois l'évolution des réseaux sociaux dans les prochaines années et comment tu vois aussi son impact sur la marque personnelle? C'est une bonne question. C'est en fait ce qui est, honnêtement, je pense qu'on est dans une phase avec l'intelligence artificielle qui est vraiment folle. Et toutes les semaines, en gros, on a des nouveaux plafonds de verre qui sont brisés, tu vois. Genre là, je viens de voir une vidéo où, en fait, maintenant, il y a des gens qui arrivent à faire en sorte que ChatGPT contrôle à 100% leur ordinateur. Parce que, en gros, tu vois, genre, c'est un truc auquel on n'avait pas pensé, mais ChatGPT récemment a ajouté la partie avec les images, tu vois, des nouvelles fonctionnalités. Ouais. Tu lui donnes une image et il peut te décrire ce qu'il y a sur l'image. Ouais. Donc là, tu te dis trop cool et tout. Et donc, tu as des devs assez malins qui, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que tu peux créer des programmes qui contrôlent ton ordi, tu vois, quand tu n'es pas là et qui font des trucs. Mais là, ils voulaient mettre de l'intelligence dedans. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que toi, tu dis au programme ce que tu veux faire. Genre, j'ai envie d'avoir inbox 0. Ça veut dire que je dois répondre à tous mes emails. En fait, le programme, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un screenshot de ton écran. Il l'interprète avec ChatGPT et à partir du screenshot, il sait où est ton navigateur. Donc, il sait où cliquer. Il clique sur ton navigateur. Il ouvre Google Chrome. Screenshot à nouveau. Là, il voit la barre de recherche, donc il sait où cliquer à nouveau.
grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il va dans ta mailbox. Boum, il ouvre le premier mail. Screenshot, il interprète le message. Il peut répondre, etc., etc. Et donc, en fait, tu vois genre qu'un robot prend ta place à 100%, fait des bonnes réponses, etc. Et ça, c'est que le début, tu vois. Parce qu'en fait, ce que tu peux te dire après, c'est qu'à partir de, je sais pas, moi, tu vois, des mails, j'ai répondu à des centaines de milliers d'emails, tu vois, en quelques années. Bah, en fait, tu donnes ça à un modèle, c'est sûr qu'il répondra aussi bien que moi aux emails. Il y a pas, genre, j'ai aucun doute là-dessus. Et donc, pour les réseaux sociaux, c'est pareil, pour la création de contenu. Quand tu vois ce qui se passe avec la vidéo, avec la voix, on peut cloner des vidéos, on peut cloner des voix. Ça reste le début. Mais la vitesse à laquelle ça va, c'est fou, en fait. Tu as déjà des personnes sur les réseaux sociaux qui sont des IA et qui font de l'argent. Genre l'influenceuse espagnole qui est assez connue, tout ça. Mais c'est ouf, tu vois. Et elle poste des stories. Enfin, tu vois, genre, elle fait beaucoup d'argent, d'ailleurs, avec ça. Hein. Bah ouais. Et en fait, pour moi, tu vois, c'est un peu prédire où vont aller les réseaux sociaux. Enfin, pareil, tu vois, prédire où vont les business dans le digital d'ici demain, c'est impossible. Enfin, tu peux faire plein de postulats, tu vois, mais je pense que personne n'est prêt pour ce qui va se passer et ça fait un peu peur, tu vois. Ouais, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur, ouais, franchement. S'il y a une chose à surveiller, tu vois, dans ce qui va arriver, là, tu parlais des avatars, mais s'il y a une tendance émergente qu'on doit surveiller, là, aujourd'hui, c'est quoi ? Bah, tout ce qui est autour de Generative AI, je pense que c'est le truc qu'il faut regarder et il faut être à fond dessus, en fait. Tout ce qui fait que... faut quand même qu'on se rappelle que récemment, tu as Sam Altman qui a été viré de OpenAI et qu'en un week-end, il a été remis en tant que poste que CEO. Et ça, en fait, moi, mon analyse de la situation, c'est que le Chief Scientist Officer, donc Ilya, qui est celui qui était un peu le cerveau derrière l'intelligence artificielle qu'ils ont réussi à créer, donc plutôt la partie mathématique, algorithmique, création du réseau de neurones, etc. Lui, je pense que, comme la plupart des scientists et des devs, leur objectif, tu vois, c'est quand même d'avoir une partie assez éthique, tu vois, à ce qui est en train d'être créé. Pour qu'un board décide de virer Sam Altman, qui est la personne, potentiellement une des personnes qui va être les plus puissantes au monde, tu vois. Enfin, aujourd'hui, Sam Altman, il est en Europe, il rencontre les présidents, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas... donc, alors que c'est un gars qui a fondé une boîte dont personne ne connaissait l'existence il y a 3 ans, tu vois. Et donc, ce gars-là, pour qu'on le vire comme ça d'une boîte, parce que il y a eu un truc qui s'est passé chez OpenAI dont Ilya n'était pas d'accord et trouvait que ça n'allait plus du tout avec l'ambition de la boîte initialement. Mais en fait, c'est que ce truc-là est archi grave ou archi important, tu vois. Parce que tu vires pas un CEO comme ça d'une boîte. Et donc, le fait qu'il revienne quelques jours plus tard en tant que CEO, ça veut dire que clairement, ils ont fait le choix que le côté commercial était beaucoup plus important que le côté éthique. Ça, c'est le message qu'ils envoient. Que Sam Altman, maintenant, il a les pleins pouvoirs vu qu'il a viré son board et qu'il a un nouveau board et que, en gros, les gens vont lui dire bah, tu fais ce que tu veux. Que Microsoft, derrière, qui avait proposé un rôle à Sam Altman pour recruter tous les employés de OpenAI, sont encore les gagnants parce qu'ils ont 50% d'OpenAI, c'est les plus gros investisseurs, etc. Mais que ce qui va arriver par la suite, je pense qu'on n'est vraiment pas prêt. Et c'est sûr que c'est une question de full autonomie, generative AI et qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui est fou, tu vois. Ouais. Qu'on ne connaîtra pas tout de suite. Pas tout de suite, a priori. Ouais. Mais je pense dans 6 mois, 1 an, c'est sûr qu'on va avoir des surprises. Ouais, des surprises. Belles ou non, ça, j'en sais rien, mais ça va être... ça va être surprenant. Ça va être fou, ouais. Ah ouais. Ouais, ça va être fou. Ok. C'est vrai qu'elle est incroyable. D'ailleurs, ton post avait été très drôle. Hein. Tu avais demandé à ChatGPT pourquoi est-ce que ça m'a... Ça m'avait bien fait marrer. J'en viens à mon avant-dernière question. Quelle est la principale leçon que tu aimerais que les auditeurs retiennent de cet épisode et de tout ce que tu leur as raconté ? Je pense que la principale leçon, c'est que vraiment investir sur soi, c'est quelque chose qu'on regrettera jamais de sa vie, tu vois. Et que créer une audience et une personal brand, c'est quelque chose qui va permettre en fait d'ouvrir tellement de portes, que tu sois employé, fondateur, freelance, peu importe, que je connais aucune personne en fait qui a commencé, qui s'y est tenue et qui regrette aujourd'hui, tu vois. Donc pour moi, la leçon, c'est il faut pas avoir peur, pas avoir peur de ce que pensent les autres et il faut juste se lancer et petit à petit accepter le fait que ça peut prendre du temps et se dire que c'est normal dans la vie de commencer à un niveau qui est pas forcément bon et petit à petit de devenir un peu meilleur, puis bon, puis excellent. Ok, les 100 jours. Les 100 jours. Les 100 jours. C'est ça. Alors,
maintenant, il va falloir que tu nommes quelqu'un à ta place Ouais. pour un prochain épisode, pour parler de ce sujet de la légende personnelle. Ok. Qui est-ce que tu nommes et pourquoi? Et aussi, qu'est-ce que tu attends de cette personne, justement, quand elle prendra ta place? Ah, c'est une bonne question. Bah, je pense que je vais dire Caroline Mignot. Caroline Mignot, ok. Ouais, qui a créé, je pense, une marque personnelle très très forte, qui est en train de lancer un business maintenant SaaS, donc à 100%. Et du coup, ce que j'attends, c'est c'est quoi sa stratégie, puisqu'elle est en plein dedans, de transformer son audience en client. Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça génère vraiment? Et qu'elle puisse parler aussi, elle, de sa stratégie, puisque je pense qu'elle a réussi à faire un bon taf. Ouais, c'est fort. Ok, donc Caroline, si tu nous entends. Merci Guillaume, c'était Avec plaisir. hyper intéressant, très riche. Moi aussi, j'ai appris plein de trucs. Ouais, Donc, c'est cool. vraiment très, très cool. On aura sûrement encore plein d'autres trucs à se raconter, donc tu reviendras, j'espère. Ouais, avec plaisir. Génial. Merci. Ça y est, Avec clap de plaisir. fin. J'espère que tu as été inspiré par cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, laisse-moi un commentaire et abonne-toi. En attendant le prochain, retrouve le contenu vidéo de la légende personnelle sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Merci de nous avoir écoutés et n'oublie pas, ta marque personnelle est ton super pouvoir.